bonsoir à tous et bienvenue donc au conseil municipal du vendredi 9 avril à la salle des fêtes. Voilà, donc nous allons faire l'appel des membres présents. Alors, Éric Ambrosino est présent. Daniel est excusé, elle donne une procuration à Thierry Laurent. Julien Bernard, présent. Noémie est excusée. Jean Brando donne procuration à Thierry Boyer-Isnard. Cathy Chalvet, présente. David s'excuse et donne procuration à Jean-Luc Riot. Joanne Dussautoir, présente. Thierry Laurent, présent. Magali Margaton, bon, vous connaissez sa situation en ce moment, donc elle devait venir, puis n'a pas eu envie de venir ce soir, donc on l'excuse. Jean-Luc Riot, présent. Muriel Rodier, présente. Nathalie Cerdarian, présente. Michel Solignac, présente. Donc, si je ne me trompe pas, nous sommes donc 10 présents autour de la table et nous avons 3 procurations. D'accord ? Voilà. Bien. Alors, donc, le premier point donc, à adopter, c'est l'ordre du jour. L'ordre du jour, je souhaiterais rajouter 2 points. Bon, ce n'est pas des points décisifs pour l'avenir de la commune, mais quand même, il faut les mettre. Il s'agirait de rajouter dans l'ordre du jour une convention qu'on passerait avec 30 millions d'amis pour lancer une campagne de stérilisation des chats errants, puisqu'on a une forte recrudescence de chats errants sur la commune et on voudrait passer une convention avec eux. Donc on pourrait rajouter ça à l'ordre du jour. Et je voudrais aussi rajouter à l'ordre du jour la présentation par Ludovic Chalvet, qui est à ma droite, qui voudrait nous présenter son projet de RAID, qui pourrait avoir lieu sur la commune sûrement à l'automne. Voilà, donc on pourrait rajouter ces 2 points. Si vous en êtes d'accord, on va modifier l'ordre du jour et on va l'adopter. Pas de remarques ? Pas de remarques. Donc je vous propose d'adopter l'ordre du jour ainsi modifié. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc je vous remercie à l'unanimité. Donc ça fait 13, Joanne, c'est ça ? 13. Voilà. Alors, il faut adopter maintenant le compte-rendu du conseil municipal du 19 mars 2021. Voilà. Avez-vous des remarques sur ce compte-rendu ? Oui, effectivement, quelqu'un a fait remarquer sur la page 1 qu'il y avait 4 procurations et pas 3. Voilà, donc c'était l'erreur qu'on m'a signalé l'autre jour. C'est un bug. Quand on est dans le point 7, on parlait des modifications des tarifs de l'eau, vous savez, concernant l'abonnement de l'eau et de l'assainissement. Et bon, j'ai été un peu ambitieux, j'ai marqué au 1er janvier 2020. Donc, on ne va pas faire du rétroactif, ce n'est pas possible. C'est donc à partir du 1er janvier 2021. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est, l'ordre du jour ainsi modifié, de l'adopter. Le compte rendu du 19 mars, pardon, de l'adopter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité. Je vous remercie. Voilà. Et moi, j'ai fini pour la soirée. Je vous laisse. Et donc, je vais laisser la parole à... Alors, c'est Ludo. C'est Ludo, c'est pas Ludovic. Excusez-moi. Donc, c'est Ludo qui est invité et pas Ludovic. Il va s'approcher. Il va nous parler de son projet de RAID qu'on avait évoqué la dernière fois. Merci. Tire ta chaise. Ouais. Bon, eh bien, bonsoir à tous. Merci de m'octroyer un petit moment pour que je puisse vous présenter ce projet qui me tient à cœur. Alors du coup, le projet, il s'agit d'un trail, vous avez pu le lire. Je vous ai tous donné un papier. Donc sur le verso, vous avez les grandes lignes un petit peu pour vous situer dans ce que j'ai envie de faire. Et puis au verso, il y a le parcours qu'on détaillera ensemble plus tard. Donc du coup, ce projet donc un trail, c'est une course à pied sur des sentiers, hein, pour ceux qui ne voient pas. Donc du coup, si on arrive à l'organiser cette année, en 2021, parce que avec le Covid, en ce moment, c'est même
pas faisable. Donc, si on peut l'organiser cette année, ce serait déjà, pour une première édition, un seul parcours, pour se simplifier les choses, voir comment déjà ça se passe en premier temps. 15 km, donc oui, ça fait peur, mais pour certains, c'est un challenge. Pour d'autres, c'est pas non plus énorme. En fait, maintenant, les trails, ça se situe autour de 15-20 km et 400 mètres de dénivelé, positif et négatif, donc. C'est un parcours qui se déroule principalement sur les sentiers, majoritairement, 80%, 90% de sentiers. Au niveau de la date, ce serait le dernier dimanche de septembre. J'ai choisi ça par rapport aux compétitions aux alentours. On tombe sur un week-end où il n'y a rien autour de... Il n'y a aucune compétition semblable le même week-end. Par rapport à mes disponibilités, parce que moi, je ne suis pas là l'été ni l'hiver pour le travail, mais par contre, j'ai un pied-à-terre en Ardèche en intersaison. Et puis, parce que en septembre, je pense que le climat peut être clément, si on n'a pas un épisode Sevenol. Voilà. Donc, par beau temps, j'imaginais le départ et l'arrivée. Donc, départ-arrivée au même endroit, ce serait une boucle, le parcours. Par beau temps, j'imaginais ça sur la place, pour qu'il y ait un peu du vivant, pour que les gens qui passent sur la départementale, ils voient un peu que le village vit ce jour-là. S'il ne fait pas beau et qu'on peut se permettre de modifier ça, on pourrait faire le départ-arrivée à la salle des fêtes, comme ça s'est eu fait pour la Trans-Saint-Paulienne avec l'ancien organisateur. 250 participants max, parce que au-delà de 250 participants, c'est une organisation plus lourde, il faut plus de secouristes. Et voilà. Déjà, si dans une première édition, on atteint 250 personnes, c'est déjà énorme, je pense. Voilà, bon, ça c'est en gros, quoi. Après, départ de la course à 10h. Les derniers participants sur 15 km, ils devraient arriver vers midi et demi. Comme ça, midi, c'est l'heure où tout le monde est arrivé. Il y a les remises des prix. Si on peut organiser un petit repas sur la place pour que tout le monde mange et tout, ça peut être un moment sympa. De 8h à 10h, ce serait les horaires où les participants arriveraient, ils iraient se garer, et puis ils viendraient sur la place, donc soit pour s'inscrire s'ils n'ont pas pu le faire sur Internet avant, soit pour retirer leur dossard, de par leur inscription sur Internet. Les tarifs sur les trails, en moyenne, en fait, c'est 1 euro du kilomètre. Donc là, ça tournerait autour de 15 euros. 15 euros sur place et 13 euros sur Internet. J'ai mis, mais ça peut être modifiable encore. À partir de 18 ans, pareil. Donc ça, c'est pour une première édition. Après, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Si ça prend la sauce correctement, d'année en année, on s'agrandira. On fera un parcours pour les petits, comme ça se faisait aussi avec Jean-Michel Labois. Puis aussi peut-être des parcours VTT. Enfin, voilà, c'est juste, en fait, l'objectif, c'est juste de créer une manifestation sportive. Commencer par du trail, parce que ça me tient à cœur, que j'aime ça et que ça marche. Et que c'est un bon moyen de faire découvrir le pays par les sentiers. Et puis après, peut-être aussi faire une rando VTT sans compétition, pour valoriser nos espaces, la voie verte, etc. Donc si on revient sur le trail, sur le parcours, il y aurait un ravitaillement, puisque 15 km quand même, et il faut un ravitaillement donc, au milieu du parcours, puis un ravitaillement bien sûr à l'arrivée. Donc il va falloir des ressources financières et humaines, pour organiser en tout cas la première édition et puis lancer la machine. Pour les ressources humaines, je compte une trentaine de bénévoles, je pense. J'ai déjà rencontré en fait Jean-Michel Labois, on a pu discuter un peu, il m'aide, c'est sympa. D'ailleurs, si on arrive à organiser ça, ce serait sous l'association qu'il a, l'Union sportive de Saint-Paul-le-Jeune. Donc une trentaine de bénévoles, je disais, entre 14 et 16 personnes sur le parcours. Donc sur le parcours, c'est-à-dire des signaleurs pour orienter les gens, pour assurer la sécurité des coureurs quand il y a des passages qui traversent les routes. Et puis 2 fermeurs, c'est-à-dire qui ferment la marche pour les derniers, et puis pour enlever le balisage qui a été mis pour que direct après la course, le jour même, on nettoie les lieux. Voilà. Donc du coup, moi j'ai déjà commencé, sans avoir l'autorisation de la mairie, je m'avance au cas où ça fonctionne.
J'ai déjà commencé à remplir les éléments d'un dossier. C'est la première étape du truc, c'est de créer un gros dossier avec plein d'éléments administratifs qu'il faut envoyer à la préfecture. C'est la demande d'autorisation. Mais avant ça, il va falloir que je demande une autorisation à la commune déjà, que je vais vous faire par mail bientôt. Donc voilà, j'ai rempli pas mal de documents de ce dossier-là. Et puis après, voilà, une fois que j'aurai l'autorisation, je lancerai un peu plus le truc. Par rapport à des demandes de subventions, Jean-Michel Labois me disait qu'il avait l'habitude, pour chacune de ses éditions, de faire une demande à la commune, donc par un dossier, de 1 500 €. Donc voilà, je ne sais pas si... L'habitude de faire une demande, oui, mais l'habitude d'avoir la subvention, on verra après. Disons qu'il faut devenir dossier. Si on est partenaire avec vous, il est évident qu'on s'associera financièrement. Après, le montant, je ne peux pas vous garantir pour l'instant. D'accord. En fonction des... Voilà, mais effectivement, c'était une somme qui avait été attribuée chaque année. Mais là, il faudra qu'on ait un projet un peu structuré pour qu'après, quand on fasse la réunion d'attribution des subventions, on voit si on peut aller jusque-là. Ok. Ou plus, si on ne sait jamais, mais il nous faut un petit montage financier. Oui, avec un budget prévisionnel, voilà, un tableau qui explique tout ça. Ouais, donc pareil, à l'issue de, voilà, dans les prochains jours, je vais me plonger là-dessus pour que vous ayez toutes les choses en main, que je vous enverrai par mail. Donc ça serait supporté par l'association de Jean-Michel. Voilà, exactement. Ce serait vraiment l'association organisatrice. Il m'a proposé de faire. Alors, il m'a même proposé lui, il a envie de léguer sa présidence, puisqu'il voilà, il en a un peu marre. Le problème, c'est que moi, j'aurais été motivé, mais comme je vous ai dit, je suis pour le travail, l'été et l'hiver, je ne suis pas à Saint-Paul. Je suis en montagne, je suis loin. Donc, du coup, j'arriverai pas à faire vivre assez le truc, je pense. Après, voilà, je veux bien en faire partie, être membre de l'asso, et puis m'occuper à fond de cet événement-là. Mais pour le reste, voilà. D'accord. Bon, ça, vous verrez en interne avec l'association. Avec lui, oui. Bien. Est-ce que vous avez donné les grandes lignes à peu près? C'est bon là? Voilà, ça c'était les grandes lignes pour vous situer. Est-ce que les membres du conseil municipal ont des questions? Alors, prends le micro, Eric. Vas-y. Oui, bonsoir. Donc, là, si vous utilisez la place, si vous avez 250 participants, où c'est que vous allez garer les voitures? Voilà, alors du coup, ça c'est donc j'en ai pas parlé. Point à éclaircir, parking. Je voulais en parler avec vous, donc merci de poser la question. On avait eu, donc j'en ai discuté avec Jean-Michel Labois. Il disait le stade. Le stade, peut-être que voilà. Alors, c'est vrai que l'idéal c'est de concentrer les gens et que tout le monde se gare au même endroit. C'est plus facile pour qu'ils se perdent pas tout ça. Sinon, il y a aussi juste derrière, vers le cimetière, il y a quelques places. Mais le stade, je ne sais pas, il y a déjà, devant le stade, il y a déjà beaucoup d'espace. Mais est-ce que c'est possible carrément d'enlever des barrières et de les faire se garer sur le stade? Ça, je ne sais pas. On étudie, ce que dit Eric, on l'étudiera de manière un peu précise sur savoir comment on peut garer un maximum de personnes pour garder la place. Ça, je pense que c'est. Mais il faut qu'on étudie. Ça ne paraît pas impossible de trouver 250 places pour se garer. Après, il faut bien les canaliser parce que c'est. Voilà, il faut gérer tout ça. Mais je pense que. Voilà, on va trouver. Ouais, mais bien sûr, il faut y réfléchir. Et ça, par exemple, ça demande la présence de 1 ou 2 bénévoles. Un bénévole qui oriente les gens vers le stade, un autre bénévole qui organise les gens qui se placent sur le stade, par exemple. Ouais. Voilà. Donc Jean-Michel avait une grosse organisation structurée, donc ça faisait beaucoup appel aux bénévoles. Donc je pense qu'il va réactiver son réseau et que voilà, sans bénévoles, c'est difficile d'organiser tout ça. Mais bon, je pense que voilà, on vous soutiendra et s'il faut des bénévoles, ouais. Je pense. Alors lui, il m'a dit qu'il avait un noyau de encore 10 personnes qui pourraient encore le faire, parce qu'il y a beaucoup d'anciens, donc il y en a beaucoup qui ne peuvent plus. Moi, dans mon entourage, j'en ai déjà parlé, je pense qu'il y a des gens qu'on pourra trouver, peut-être dans le vôtre, voilà, je pense que 30 personnes, c'est jouable. D'accord. Ça peut se faire. Eric, d'autres questions? Eric, c'est bon? Non. Qui a d'autres questions à poser, éventuelles? Bon. Est-ce que ça rencontre auprès du conseil des questionnements? Moi je pense qu'on ne peut pas s'opposer à un tel projet pour structurer notre activité sportive et économique du village. Je pense que ça pourrait donner un second souffle à l'association de Jean-Michel et repartir sur quelque chose d'un peu plus resserré. 250 personnes, c'est une première étape. Après, si on enfle trop, après, des fois les victimes sont un succès. Mais moi je pense que
voilà, on peut dire à Ludo que nous sommes favorables à son projet, hein, globalement. Bon, après, le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein, donc tu sais comment ça fonctionne et que, voilà, on étudiera avec attention ton projet. Peut-être qu'il faut trouver aussi d'autres financeurs, d'autres sponsors, parce que nous sommes une petite commune, mais bon, voilà, il faut réfléchir. Bien sûr. Moi, je vais scruter de mon côté. Peut-être qu'on peut faire des demandes à la région. Après, en cherchant des partenaires, des marques, je ne sais pas, Decathlon, Crédit Agricole, je ne sais pas s'ils vont vouloir donner de l'argent, mais je vais tenter de toute façon. Ouais. Je ne compte pas uniquement sur vous, bien entendu, hein, mais voilà, tu peux demander c'est bientôt les élections départementales et régionales, donc tu peux faire les dossiers à la région et au département sur une activité qui pourrait se dérouler au mois de septembre, ça pourrait être porteur. Voilà, je pense on peut te donner quelques tuyaux là-dessus sur un petit peu à activer les leviers pour avoir des subventions opportunes, on va dire. Ouais. Voilà. Bien, y a-t-il d'autres questions? On en reste là? Donc, tu viens nous voir quand tu veux avec ton projet, et puis tu nous déposeras un dossier de subvention, et après il y aura une petite réunion de travail avec les élus sur l'attribution de subventions. Oui, le micro n'est pas en face, excusez-moi. Voilà. Donc on disait qu'il faudra déposer ton dossier, hein, et puis en commission, on étudiera l'opportunité de donner une somme importante ou pas, ou moyenne, enfin en tout cas en fonction de nos finances, hein, mais on va te soutenir. Voilà. Après, s'il faut organiser, mettre à disposition du matériel, tout ça, tu peux compter sur la commune. Ok. Hein, voilà. Ça marche. Merci. Voilà. Pas d'autres questions? Donc pour Ludo et pas Ludovic. Voilà. Merci Ludo et on te souhaite bonne chance dans ce projet et on a au plaisir de te revoir. Voilà, merci. Merci à vous. Merci. Voilà. Donc on va reprendre l'ordre du jour du conseil municipal. On va passer au point concernant la convention de mise à disposition de terrains communaux pour le traitement par broyage des végétaux verts. Vous rappelez qu'on avait évoqué ça la dernière fois et Valentin Fabre était venu nous présenter son projet. Donc c'est un projet privé, hein, qu'on ne se trompe pas. Et l'idée, c'est simple, très simple. C'est, en gros, on met à disposition 2 terrains communaux, parce que je crois qu'il y a 2 numéros de parcelles situés à l'ancienne décharge de Saint-Paul-Jeune, où actuellement on a un espace où tous les mercredis matins, les employés communaux ouvrent la grille pour déposer des végétaux verts de la part des particuliers. Et donc, ça serait de mettre à disposition ce terrain gratuitement. Voilà, parce que bon, c'est une entreprise qui se met en place, donc on ne va pas gréver de charges particulières ce jeune homme. Moi, ce que je vous propose, alors après, les formes de la convention, c'est à titre gratuit. Je vous propose un an renouvelable par ou tacite de révolution, ou alors on peut l'interrompre au bout d'un an si ça ne nous convient pas, et lui, il peut l'arrêter aussi. Voilà. Donc, ça serait le principe, quoi. Hein, c'est simple, hein, c'est une convention qu'on a l'habitude d'en faire, mais quand même, il fallait quand même qu'on l'évoque en conseil. Il reste un petit souci, bon, il faut que je règle ça quand même, parce que actuellement, c'est quand même un lieu très compliqué, puisqu'il y a des tas de végétaux qui n'ont pas été broyés depuis des mois, des semaines, pas des années, mais presque. Et la route qui, en plein milieu, est complètement défoncée par... voilà. Donc, bon, il m'a demandé peut-être qu'il faudrait qu'on le remette en état un peu avant, parce que c'est vrai qu'il ne sait pas comment s'y prendre pour arranger tout ça. Donc, je vais me renseigner auprès des Vence, parce qu'ils ont fait des gros travaux il n'y a pas longtemps sur un terrain proche du centre-ville, avec une machine forestière, je pense, qui a broyé sur place en quelques heures toute la surface. Ça permettrait de repartir sur quelque chose d'un peu plus correct. Voilà. Ça serait un peu l'idée. Alors, on s'est mis d'accord avec lui. Il ne peut pas faire de construction, il ne peut pas y avoir de mobil-home, il ne peut pas y avoir de choses comme ça, puisqu'on est en zone naturelle. Donc, l'idée, c'est il mettra en place un tarif, hein, forcément. C'est à lui de voir, puisque c'est un particulier. Pour les végétaux, il y a du broyage. Et ces broyats, donc, il ne va pas les stocker là, puisque ce n'est pas une plateforme de stockage. Donc, il va les emporter sur Joyeuse, je crois, ou sur la Blachère. Voilà. Donc, il m'a garanti que lorsque des végétaux arriveraient de la part de la commune, nous aurions un tarif à titre gratuit en contrepartie du terrain que nous prêtons. Voilà. Après, on verra. Hein. Après, peut-être que lui, au bout d'un moment, peut-être qu'il dira ça ne fonctionne pas. En tout cas, je pense que c'est un moyen de nous lever une épine du pied
parce que ça rend service à la population. Et d'un côté, il faut quand même qu'on soit un peu d'aplomb. Ce matin au marché, on m'a posé la question, est-ce que vous n'envisagez pas de faire un service communal pour ramasser les végétaux chez les gens? J'ai dit non, c'est pas possible. Ça nous prendrait trop de temps. Et puis, on serait face à une demande exponentielle de gens qui voudraient qu'on leur transporte les végétaux. C'est pas possible. Par contre, Valentin Fabre, il n'est pas exclu que lui fasse peut-être à la demande des transports de végétaux. Ouais. C'est tout à fait possible. Donc, du coup, on verra bien avec lui ce qu'il veut faire, mais nous, on ne peut pas le faire. Madame le maire, on l'avait essayé dans l'ancien mandat de le faire. C'était un truc, c'est pas possible, quoi. Techniquement, c'est faisable, mais le temps passé pour les employés communaux, enfin, c'est pas notre boulot de faire ça. Lui, je crois que oui, tu as raison, Julien, il a proposé dans son service de faire du ramassage à la demande. Voilà. Bon, voilà, donc je n'ai pas les termes exacts de la convention, mais il faut me faire confiance sur le détail. Est-ce que vous avez des questions à propos de prêter ces terrains sous forme de convention à titre gratuit? Ça vous paraît normal, ça va? On se lance là-dessus? Eh bien, justement, voilà, comme dit Joanne, qu'est-ce qu'on va faire de ce qui est... Ben, c'est peut-être à nous de voir, je vais voir avec lui, mais je vais voir si nous, on ne peut pas faire quelque chose de plat, parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on fait avec notre chargeur? On pousse. On pousse. Ça tombe et on pousse. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont un peu énormes, qui ont été un peu stockées n'importe comment, et que... voilà. En fait, normalement, le broyage se fait quand les végétaux sont un peu frais quand même. Pas des choses qui sont un peu, qui datent de quelques mois, quelques semaines, quoi. Donc du coup, il faut qu'on trouve un compromis pour mettre la plateforme d'aplomb. J'ai pas la solution encore, mais on va la trouver. Voilà. Il aimerait démarrer avant l'été. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? On peut y aller. Donc je vais soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Merci pour lui. Alors après, il y a une convention, ça s'est fait, modification des statuts du fonctionnement de la piscine à la Perle d'Eau. Bon, alors, vous savez que la Perle d'Eau, nous sommes partie prenante de la Perle d'Eau depuis sa création, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans d'ailleurs, je crois même. Et la Perle d'Eau, donc, c'est un syndicat, ça s'appelle le SMAM. Donc, nous étions partis à une cotisation qui était relativement peu élevée, mais cette cotisation ne fait qu'augmenter pour gérer un petit peu le fonctionnement. Bon, alors, le débat aujourd'hui, il n'est pas sur est-ce qu'on est d'accord sur l'augmentation, parce qu'en fait, comme on fait partie du syndicat, il y a appel de cotisation, en fait. C'est un peu comme le SICTOBA, c'est-à-dire qu'ils calculent leur budget, puis ils nous demandent la somme qui correspond. Voilà. Donc là, on va passer à la contribution annuelle. Ils vont nous demander, donc, alors, contribution annuelle pour la compétence physique est fixée pour 2021 à 24,20 € par habitant. Voilà. C'est 21,50 € par habitant, augmenté de 2,70 € par habitant pour combler le déficit 2020. Parce qu'en fait, il y a eu un déficit énorme sur 2020 suite à sa fermeture et suite à la gestion dans laquelle il a fallu stopper et la fermer définitivement parce que les charges de fonctionnement dépassaient largement les recettes escomptées. Voilà, et les piscines, on sait que c'est une charge et voilà. Donc, voilà, ce qu'on nous propose de délibérer, c'est qu'il modifie les statuts, parce qu'en fait, les statuts sont un peu coincés. Donc, il nous propose de modifier deux points. Hein, c'est 2 points, c'est l'article 8. Ils nous disent, c'est bien le cas aujourd'hui, des contributions financières exceptionnelles, complémentaires, pourraient être appelées par le syndicat en cours d'exercice. C'est ce qu'ils font là, parce qu'en fait, comme ils sont en déficit vu le fonctionnement de 2020, ils sont obligés de nous faire un appel de cotisation supplémentaire. Voilà, ça c'est l'article 8. Et le dernier point, c'est dans l'article 9, c'est le comptable du service de gestion comptable dont maintenant exerce les fonctions de receveur du syndicat. Bon, ça c'est simplement une tournure de phrase, c'est pas non plus... Voilà. Alors, c'est un vaste débat, hein, la piscine. De toute façon, on est membre, on a des élus qui siègent,
Je pense que, bon, je crois que c'est Magali qui siège, je crois, voilà, le titulaire. Donc, elle y était. Mais après, bon, c'est une grosse structure dans laquelle, en fait, elle est gérée que par des élus, hein. C'est nous, le SMAM. Donc, voilà, on savait que peut-être cette structure, ben, elle travaille un petit peu à perte en ce moment et donc elle n'arrive pas à s'équilibrer. Voilà. Donc, mais c'est un outil pour le territoire aussi parce que ça permet aussi aux enfants, quand on peut, les amener sur le temps scolaire, apprendre le savoir nager, hein, quand ils sont au collège donc, et à l'école primaire. Donc voilà, c'est un outil sur le territoire. Donc, ben oui, je crois qu'on était parti à combien, je ne me rappelle plus le début, 8 euros. 8 ou 6, voilà. Et là, on est à 3 fois 8, 24. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, là, on n'est que sur la modification de statut. Mais en fait, bon, je sais que d'autres communes ont dit, bon, mais il faut quand même qu'on arrête ces augmentations sans fin de la cotisation, hein, parce que 24 euros par habitant, vous multipliez, vous voyez l'appel à cotisation qu'on nous fait. Voilà, alors je sais qu'il y a des habitants de Saint-Paul qui l'utilisent, hein, qui vont régulièrement. Il y a des cours, c'est un outil sur le territoire, mais bon, on est un peu mis devant le fait accompli, en fait. Voilà. Mais c'est un outil qui a été créé par nous, hein, donc c'est notre propre instrument de fonctionnement. C'est un peu comme le SICTOBA, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des interventions à faire sur le fonctionnement de la piscine? Oui. Alors, vas-y, donnez le micro à Cathy. Vas-y, Cathy. Ça marche. Ça marche. Juste une question. Cette modification des statuts, Oui. est-ce que ça reviendrait en gros à signer un blanc-seing pour de futures éventuelles augmentations Non, en fait, si tu veux, pour cet exercice-là. ça permet de faire face à des dépenses exceptionnelles lorsqu'il y a quelque chose comme le Covid cette année, en fait. C'est ça, c'est tout. Voilà. Et donc, si tu veux, après chacun est libre de voter, c'est pas un problème. Mais en gros, c'est ça. C'est en modifiant les statuts tels qu'ils le prévoient, je reprends l'article 8, hein, tel qu'il est présenté. Voilà. C'est bien ça. C'est des contributions financières exceptionnelles complémentaires pourraient être. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, les cotisations. Voilà. On peut le voir comme ça. Voilà. Ça ne voudrait pas dire que quand il n'y aura plus le Covid, est-ce que ça voudrait dire que s'il n'y a plus le Covid après, ça pourrait baisser les cotisations? Non, je pense que là, ils parlent de la cotisation exceptionnelle. C'est-à-dire que quand ils font leur budget, quand ils équilibrent leur budget, ils font comme le SICTOBA, ils font un appel de cotisation qu'ils ont délibéré. Ça, c'est la cotisation normale. Là, ce qu'ils nous demandent, c'est des contributions financières exceptionnelles complémentaires. Et l'exemple même, cette fois-ci, c'est donc, au lieu de payer 21,50 €, ils nous demandent une contribution exceptionnelle de 2,70 € par habitant pour combler le déficit 2020, en fait. Et en modifiant les statuts, ils nous disent qu'une fois qu'on aura voté ça, ben, il pourrait y avoir une cotisation exceptionnelle. Voilà. Tu as raison. C'est un peu ça. Voilà. Jean-Luc veut intervenir. Vas-y, Jean-Luc. Non, mais c'est juste pour confirmer ce que tu dis. C'est effectivement un ensemble de collectivités qui initient cette piscine. Donc, oui. À un moment, font face à effectivement des situations de Covid qui sont des situations exceptionnelles. Et à ce titre-là, c'est vrai que après, on aura deux choix. Hein. C'est on ferme la piscine ou on liquide tout, ou alors on essuie les plâtres, quoi. C'est ça. Voilà. Ce que je dis, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit derrière d'autres pratiques qui fassent qu'on ne se sente plus... Mais bon, on fait partie des membres c'est ça. Donc, décisionnaires. Donc, à un moment, voilà. C'est nous qui allons prendre les décisions ou pas. Hein. Voilà, et Julien, à un moment, si jamais on n'est plus d'accord avec ça, on peut aussi se retirer du
collectif, quoi. Enfin, de la structure. Donc c'est vrai là, que... en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a pas mal de structures qui ont souffert, on en a conscience, tous ceux qui ont fermé. Et évidemment, une piscine qui n'a pas d'entrée, c'est compliqué, quoi. Oui, je prends la parole. Bonsoir. Alors, Thierry. Je rejoins Jean-Luc, mais je rejoins également Cathy, à savoir que là, si on accepte le changement de statut, ils ne reviendront pas vers nous, enfin le bureau, et ils augmenteront, et on sera sur le fait accompli. C'est-à-dire que si notre budget en milieu d'année, on l'a fait et qu'on est bien, ils risquent de nous mettre dans le rouge parce qu'il y aura une augmentation. Parce que là, c'est 24 euros par habitant. Même s'ils reprennent 3 euros par habitant en cours d'année, ça fait quand même... enfin, moi, en ce qui me concerne, je préférais qu'ils reviennent vers nous à chaque fois qu'il y a une augmentation que de faire un statut, que de modifier un statut. Ce qui n'empêchera pas qu'on pourra voter pour, mais au moins on sera prévenu. Oui, parce qu'on est sur, je vous rappelle, c'est-à-dire que quand on nous demande de la cotisation, on ne nous dit pas ce que vous êtes d'accord sur la cotisation, on nous dit c'est un appel à cotisation. Là, c'est des contributions financières exceptionnelles, complémentaires pour être appelées par le comité syndical en cours d'exercice. Voilà. C'est en cours d'exercice qui me gêne un peu. Mais de notre côté, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on donne. En fait, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte. On leur laisse la liberté d'augmenter. Effectivement, le Covid, c'est malheureux. Ça arrive, ça peut durer. Hein, on n'est absolument pas sûr que ça va s'arrêter. Mais moi, franchement, je préférais avoir un retour en disant bon, on va voter pour telle et telle raison. Est-ce qu'on peut le faire déjà? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Et ainsi de suite. Parce que d'accord. je ne sais pas la position. Non, mais chacun prend sa position, oui, c'est pas un souci. Hein. Après, je ne sais pas si les autres communes ont la même démarche, mais... J'ai eu des conseils où ils ont voté pour, mais après, j'ai pas le total de toutes les communes qui adhèrent au SMAM, parce qu'ils sont nombreux, donc j'ai pas leur position. Voilà. Bon, d'autres remarques? Pas de remarques. Donc je vais soumettre au vote qui est qui est contre, c'est ça, d'habitude c'est contre, je dis, c'est ça, qui est contre la modification des statuts. Alors, vous comptez de présent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui a des procurations? Ça fait 8. Donc, ça fait 8 contre. 8 contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est pour? Il n'y a que moi. 3. On est 3. Tu as noté 3 pour. OK. Je vous remercie. OK, on passe au point suivant. Donc, alors, le point suivant, c'était délégation. Alors, c'est délégation au CDG 07 pour la mise en concurrence de passation de contrat à risque statutaire. Oui, bon, là, c'est une formalité pour nous. C'est-à-dire que le CDG 07, c'est le centre de gestion des personnels des collectivités territoriales, et simplement on adhérerait à un groupement pour la mise en concurrence des contrats d'assurance au risque statutaire. C'est-à-dire que c'est plus simple d'être nombreux à négocier un contrat que d'être tout seul pour négocier un contrat, c'est tout. Voilà. Donc je vous donnerai l'autorisation d'adhérer participer à cette, voilà, d'être plusieurs communes ensemble. Qui est contre? Qui s'abstient, donc à l'unanimité. Je vous remercie. Voilà. Donc je crois qu'on a fini les conventions et tout ça. On va passer au budget. Alors budget, vous avez plusieurs points. Vous avez le vote des taux d'imposition, des taxes locales directes, le budget de la commune, le budget de l'eau et de l'assainissement et le budget médiathèque. D'accord? On a 4 points. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par les taux. Et après, on examinera les 3 budgets, d'accord? Et puis, on reviendra sur le vote de chacun, parce qu'en fait, il y a des liens un peu entre tout ça, finalement. Hein. Bon, alors, je rappelle pour les gens qui nous regardent sur Facebook, donc je les salue, d'ailleurs, tous nous suivre en direct. Vous êtes plus de 3000. Et 3500, on me dit. Et donc,
On me dit donc 4 000 même. Et donc, on va d'abord regarder. Alors, tous ces documents, je vous rappelle qu'on avait fait une réunion de travail sur le compte administratif. Donc, on avait un peu élaboré les pistes sur le budget. On avait voté le compte administratif la dernière fois. Donc, les restes à réaliser ont été reportés pour fabriquer les budgets. On sait à peu près où on en est. Et on avait, ce jour-là, quand on avait parlé du budget, on avait dit, bon, on va quand même prendre des décisions avant parce qu'il faut quand même que quand on arrive pour présenter le budget, il faut qu'on soit d'accord sur les taux parce que sinon, il faudrait refaire les budgets derrière. On revient sur les votes des taux d'imposition des taxes directes locales. Donc, c'est le document dans votre pochette qui est vert. Ça a été rajouté dans votre pochette, vous l'avez là, d'accord? Donc, sur ce document, bon, c'est un calcul automatique avec des sommes, voilà, et on applique des corrections en fonction des pourcentages. Je vous ai mis des trucs en vert en bas, là-bas, puis en bas, d'accord, et avec quelque chose en jaune. Alors, en gros, si vous regardez la première colonne en haut, là, la taxe d'habitation a disparu, puisque la taxe d'habitation n'est plus prise en compte, mais par contre, on nous compense la perte qu'on avait sur les taxes d'habitation, donc on n'a pas de perte là-dessus, mais voilà, c'est compensé par l'État. Par contre, sur le foncier bâti et non bâti, nous sommes encore libres de décider des pourcentages, des taux des bases fiscales. D'accord? Tout le monde a là le document? Jean-Luc, je vois que tu ne l'as pas. C'est le premier en vert. Alors attends, bouge pas, je vais t'en donner, j'en ai un plus. Hop. Voilà. C'est bizarre. Ah, parce que tu avais importé ton dossier, du coup, je ne l'ai pas glissé dedans. Voilà. Donc, donc, ce tableau, voilà. Ce qui est important de regarder, c'est vous avez taxe foncière bâtie, vous avez une somme 786 401 €. C'est la base d'imposition effective, c'est-à-dire que quand on regarde la base d'imposition de tout le bâti, c'est estimé à 786 401 €. Quand vous regardez le non bâti, ben c'est moins important, forcément, c'est 12 482. Ça, c'est la base fiscale qui a été calculée en fonction de la maison, de son état. La base fiscale des maisons est à jour quand vous avez une maison qui a été construite récemment. Quand la maison a été rénovée, très ancienne, il n'est pas sûr que sa base fiscale soit à la bonne hauteur. On va y revenir tout à l'heure. Par contre, à côté, vous avez les taux de référence pour 2021. Le taux de la taxe foncière bâtie était à 38,06% et la taxe foncière non bâtie à 82,45%. Donc, alors après, la machine se lance toute seule et on envoie tout ça dans la machine et on arrive tout en bas. Vous avez un tableau et vous arrivez tout en bas, à droite, en bas, vous avez 347 984 €. C'est la somme que génèrent finalement nos taux d'imposition par rapport à la base fiscale. Et quand vous rajoutez la contribution qui s'appelle FNGIR, le FNGIR, vous rajoutez 47 817 à 347 984, ça fait une somme de 395 801 et on le retrouvera, cette somme, dans les recettes, taxes et impôts du budget. Donc, pour faire varier ça, il n'y a qu'une solution, dans un premier temps, ça serait d'augmenter les taux, de passer de 38 à 40 ou 45 ou choses comme ça. Bon, on ne va pas se livrer à cet exercice-là, on l'a dit la dernière fois, on a dit qu'on maintenait nos taux de référence de 2021 pour 2000, enfin voilà, on maintient les mêmes taux que 2020. Donc, ça veut dire que notre apport financier sera de 395 801 €, celui qui est en bas. D'accord? Ce qu'on va faire, et on l'a dit la dernière fois, et maintenant on va passer à l'acte avec Thierry et tous les gens qui veulent participer, on va, pour l'année prochaine, revaloriser les bases d'imposition effectives. C'est-à-dire que nous allons passer devant chaque maison. On a un logiciel qui nous aide aussi et qui a cartographié à peu près toutes les maisons, etc. Et on va reprendre la base fiscale de chaque maison pour savoir si elle est évaluée à sa juste valeur. Je parle fiscalement parlant, on est bien entendu. Voilà. Et donc, en faisant ça, on en renvoie tout ça aux impôts. Les impôts rentrent toutes ces données, ils nous les renvoient et on fait une commission des impôts
dans lequel vous êtes partie prenante, et on validera les bases fiscales des maisons qu'on aura repérées. Et du coup, sans modifier les taux, certaines maisons, certaines personnes verront leur impôt bâti, foncier, augmenter. Et ça nous fera donc une somme d'argent un peu plus conséquente sur les taxes et impôts de la commune. Voilà. Ça nous paraît le plus équitable, puisque voilà, il peut y avoir un écart entre les maisons qui ont été construites depuis les années 80, elles sont à leur juste valeur. On peut considérer qu'elles sont à leur juste valeur. Parce que les impôts, quand on déclare sur le formulaire H1, on déclare vraiment ce qui a été fait, et du coup, la base d'imposition est la bonne. Sur les maisons très anciennes, bon, on peut faire des travaux sans permis, c'est autorisé. On peut faire des aménagements intérieurs, c'est autorisé. Voilà, et donc du coup, il y a peut-être une requalification des maisons. Thierry, tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus ? Non, pas spécialement. Effectivement, le logiciel nous permet déjà d'apprécier à la base d'imposition, puisque eux, ils ont déjà, par cadastre, ils ont déjà tous les éléments. Et déjà, le logiciel a déterminé que nous avions sur la commune environ 150 maisons qui étaient à requalifier. Ouais. Donc, après, c'est au cas par cas, parce qu'il y en a peut-être qu'on ne touchera pas, il y en a d'autres qu'on touchera, on ne sait pas encore. On ne va pas trop se projeter. Oui. Voilà. Cathy a une question. Non, c'est pas une question. J'aurais juste aimé qu'on puisse préciser que c'est du... Prends le micro. Juste pour préciser que c'est cette mesure à laquelle on a pensé d'augmenter la base plutôt que les taux conduit à finalement quelque chose de plus juste, de moins inique, parce qu'actuellement, certaines maisons qui sont donc sous-évaluées par rapport à celles plus récentes qui sont imposées sur les bonnes bases, ça conduit à des inégalités qui, à mon avis, il convient de corriger et qu'il n'y aura pas non plus d'effet rétroactif. Donc je pense que c'est une mesure juste. D'accord, merci. D'autres interventions là-dessus ? Pas d'autres interventions ? Voilà, donc moi, alors il faut en fait, il faut revoter les taux. Il faut en fait, même si on ne change pas les taux, il faut les revoter. C'est comme ça. Moi, je pensais du moment qu'on ne changeait rien, il ne fallait pas revoter, on m'a dit qu'il fallait revoter. Donc moi, je vous propose donc de maintenir les taux. Eric, vas-y. Vas-y, Eric. Une question. Plus près de ton micro. Juste une question. C'est Oui. donc juste pour les propriétaires. Oui. Donc tous les gens qui sont propriétaires et qui font de la location vont sûrement avoir leur taux et l'imposition qui va monter. Oui. Il ne faudrait pas que ça soit répertorié derrière sur tous les locataires. Ah, mais ça, c'est... Oui. Parce que s'il y a une augmentation de quelques euros, c'est pas bien grave. Mais si c'est quelqu'un qui prend une augmentation de 1 000 euros, c'est un exemple, il va la reporter. Le montant de loyer, il va être calculé en fonction Oui, mais... Ouais. Oui, mais quand on regarde les loyers des locations sur Saint-Paul, et on peut s'apercevoir que certaines maisons, c'est vraiment pas cher. Si on modifie le taux d'imposition, sûr que le propriétaire va le répertorier sur le loyer de son locataire. Alors, s'il respecte les règles d'augmentation des loyers, il pourra faire que l'augmentation autorisée par l'indexé. Voilà. Mais bon. Après, voilà, il me semble que ça nous paraît la situation la plus équitable sur ça, puisque les locataires ne payent plus la taxe d'habitation. Non, mais ça, on est bien d'accord, les locataires ne paient pas, mais ça peut se répertorier aussi sur eux. De plus en plus de locataires ne paieront plus la taxe d'habitation. Oui. Ce qui est quand même assez important quand même. Ouais. Voilà. Mais tu as raison de le faire remarquer. D'autres remarques ? Alors on va soumettre donc au vote, donc on ne modifie pas les taux et on reprend 38,06 pour le bâti et 82,45 pour le non bâti. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc je vous remercie à l'unanimité. Voilà. Alors on va reprendre, si vous voulez bien, les 3 budgets. Voilà. Donc vous avez dans votre pochette 3 budgets. Vous avez la commune, l'eau et la médiathèque. Je vous propose qu'on regarde dans un premier temps la commune. Alors la commune, hop, j'ai fait une petite remarque sur mon dossier. Voilà. Alors, sur la commune,
Vous avez, alors, le premier tableau, c'est celui-là, là, c'est un récapitulatif, la première page. Vous avez la totalité des dépenses de fonctionnement, et en dessous, vous avez les recettes de fonctionnement. Donc, heureusement que, forcément, les deux s'équilibrent, hein, sinon, on aurait quand même des difficultés. Voilà. Donc, alors, hop, je me trompe, voilà, c'est celui-là. Alors, nous avons rencontré à 2 reprises le percepteur pour savoir un petit peu dans quel sens il fallait aller sur les finances, etc. Et donc, on a parlé de la capacité d'autofinancement. Voilà. Ce qu'on a compris, parce que, bon, il faut maîtriser au bout d'un moment un petit peu tous ces chiffres-là, ce qui est important de regarder, c'est qu'une capacité d'autofinancement, elle s'étudie à l'année, en fait. Et puis, l'année d'après, on repart sur une capacité d'autofinancement. Et que si la capacité d'investissement n'est pas assez importante, au bout de quelques années, on peut être mis sur une liste sur laquelle le percepteur peut nous regarder de manière attentive sur nos dépenses. Voilà. Alors, donc, vous avez le résumé des dépenses d'un côté et les recettes de fonctionnement de l'autre. Et derrière, sur les pages qui suivent, c'est le détail de tout ça, en fait. Hein, c'est la même chose, mais en détail. Voilà. Mais je vous propose de rester sur la première page. Ce qu'on a souhaité de faire, c'est il nous faut dégager plus de capacité d'autofinancement pour les années à venir. Voilà, je crois qu'il faut qu'on se le dise, parce qu'on ne dégage pas assez d'autofinancement, et si on ne dégage pas assez d'autofinancement, on perd notre capacité d'investissement derrière. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez le 0,22, vous le voyez sur le premier tableau, le 0,22, dépenses imprévues. L'année dernière, nous avions prévu 33 000 €, 854,19 de dépenses imprévues. Ça veut dire que cette somme-là, on ne la touche pas. C'est simplement une poire pour la soif et on essaye d'économiser cet argent pour pouvoir avoir un excellent fonctionnement. Cette année, on a poussé un peu plus le curseur et au lieu de faire des dépenses imprévues de 33 854,19 €, on propose de monter le curseur et de passer à 44 698,29 €. Voilà. Même chose en dessous, total des dépenses d'ordre, vous le voyez au 0,22, vous avez un chiffre pour le budget 2020 qui était de 80 842,47. Vous le voyez sur le tableau? Ou pas? Oui. Sur la première page, hein, on est d'accord? Et donc, c'était à 80 842,47. On propose de passer à 89 500 €. Autrement dit, on veut augmenter encore notre capacité de financement de 9 000 €. On pourrait dire, ben, c'est bien de faire ça. C'est bien, mais avec le percepteur, il nous a dit, il faut plus. Il faut dégager encore plus. Et je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes toujours sur la première page, vous prenez, je reprends, au 0,22, dépenses imprévues, 44 698. Vous le voyez sur le budget primitif 2021. Vous prenez les 89 500 qui sont total dépenses d'ordre. Ça fait 133 000 €, ça. D'accord? Maintenant, vous passez en dessous, vous passez dans les recettes de fonctionnement et vous regardez l'excédent de fonctionnement reporté en bas. Il est de 132 000. Donc, c'est trop juste. Ça ne va pas. Autrement dit, on ne dégage pas. Quand on fait le total entre les dépenses et les fonctionnements et les recettes, on ne dégage pas assez d'excédent de fonctionnement. Donc, en prévoyant tout ça, notre budget, tel que nous l'avons conçu avec plusieurs d'entre vous, l'idée, c'est de le faire fonctionner jusqu'à 90% de son fonctionnement. Puisque nous avons un budget de 1 million, enfin un fonctionnement de 1 127 000, si on va à 90% de l'exécution, ça nous fera dégager encore 100 000 € de plus. C'est ce qu'on avait dit, Thierry. C'est ça? Oui, voilà. c'est ça. C'est ce que nous a suggéré M. Chabas, de mettre 100 000 €. Enfin, en fin d'exercice, il faudrait qu'on ait 100 000 €. Voilà. De plus. De plus. Voilà.
Donc du coup, alors après, voilà, donc après le détail derrière, on l'a passé au peigne fin de partout, hein, on a essayé de vraiment d'être au plus juste de partout, hein. Donc quand vous regardez le détail, vous l'avez reçu, bon, il n'y a rien de, voilà, il y a rien d'alarmant, mais quand même, il faut savoir que en tant que le comptable me donne un état des dépenses engagées tous les mois. D'accord? Tous les mois, il me dit, on en est là du budget, on en est sur cette ligne-là, on en est à tant de pourcents, etc., etc. Donc, voilà, c'est extrêmement important de ne pas faire des dépenses inconsidérables. Et on a rééquilibré aussi les dépenses de personnel, puisque l'année dernière, dans le budget, on en a parlé quand on a fait le compte administratif, on avait moins anticipé la dépense, comment vous dire, la part des employés communaux sur le budget de l'eau. Voilà, donc on a recentré un petit peu la part effective du travail que font les employés communaux sur le budget de l'eau. Il n'y a pas que le salaire d'un employé, il y a aussi la part du comptable, il y a aussi la part des services techniques qui entretiennent la station, qui vont... et du coup, on a du budget annexe, on reversera de l'argent sur le budget général pour rééquilibrer. Voilà. Est-ce que j'ai été clair sur... voilà. Et donc, du coup, ça contraint un peu, hein, c'est-à-dire que, voilà, donc vous ne le voyez pas au quotidien, mais voilà, avec Thierry, on a dit, attention, nous devons verrouiller tout ça. Nos dépenses de personnel, vous vous rappelez, quand on avait fait le compte administratif, on avait fait une sorte de diagramme dans lequel on regardait notre part des employés, on était à peu près à 49%, je crois. Et quand Jean-Luc avait regardé, on était dans la moyenne de la strate. Bon, on est dans la moyenne de la strate. Voilà. Mais bon, la moyenne, c'est la moyenne. Il y a des hauts et des bas. Et on doit tirer quand même un peu vers le bas, il faut se le dire, parce que notre dépense de personnel est assez importante. Voilà. Donc, je vous rappelle que cette année, on a recruté 2 contrats aidés. D'accord, certes, ils sont financés, mais donc ça nous coûte une certaine somme quand même. Mais bon, on en avait besoin sur le service technique. Voilà. Donc ça, c'est la partie fonctionnement. OK, donc on doit dégager plus d'excédents de fonctionnement. C'est-à-dire qu'à la même époque, l'année prochaine, sur le compte administratif, il ne faut pas se retrouver dans la même situation que cette année. Quand on a analysé le compte administratif, je vous rappelle que on a pris en charge beaucoup de dépenses qui avaient été faites en 2019. Donc, on a épongé pas mal de trucs qui ont été faits. Du coup, nous, il a fallu qu'on fonctionne. On a eu des recettes en moins parce qu'on n'a pas fait payer les terrasses, etc. Et du coup, ça nous a mis, pas dans le rouge, mais bon, on n'a pas dégagé l'excédent de fonctionnement suffisant. Voilà. Quand on regarde après, par rapport au fonctionnement, si on va aux pages sur l'investissement, après je vous laisserai la parole, hein. Vous avez une vue d'ensemble de l'investissement, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. C'est presque vers la fin. Et ce qui est plus intéressant que cette page-là, c'est quasiment la dernière et l'avant-dernière. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est plus parlant sur le tableau synthétique et d'investissement. C'est les 2 dernières pages. Est-ce que vous y êtes? Voilà. Là, en fait, là, on a fait des coupes sombres, hein, je vous le dis. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est quoi nos priorités, où on va, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc, du coup, c'est pas compliqué. Si vous venez avec un projet, je vous dis, non, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas d'argent, etc. On va un peu verrouiller tout. Bon, du coup, les opérations, elles sont simples, hein. Certaines sont engagées. La réhabilitation de la salle des fêtes, on a une somme de 400 000 € à prévoir, mais en face, vous avez des subventions à hauteur de 80%. Si on le faisait, par rapport à l'année d'avant, on a diminué l'emprunt qu'on devrait faire. Au lieu de faire un emprunt de 131 000 €, c'est ça, on ferait 110 000 €. Mais bon, pour l'instant, on a déposé le permis. Il est en cours d'instruction. Les subventions ne sont pas arrivées globalement. Donc, l'opération elle va glisser d'une année sur l'autre. Donc, du coup, c'est notre opération phare un petit peu, mais on l'attend un peu. Le cimetière, on a des dépenses indispensables parce qu'on informatise la gestion du cimetière. Ce qu'on appelle pub aménagement voirie de 20 000 €, en fait, c'est une écriture comptable. Il y a marqué 20 000 €, mais en fait, les recettes, ça serait 20 000 €. Donc, il n'y a pas de dépense sur cette opération. Un pub, je vous rappelle, c'est lorsque les gens participent
à la viabilisation de leur terrain, et recettes égale dépenses pour la commune. C'est-à-dire nous, on ne dépense rien, mais on l'inscrit quand même comme une opération. La modernisation de l'éclairage public, je vous rappelle, c'est l'opération qu'on avait votée la dernière fois, et c'est la participation de la commune de 10 334 € pour changer l'ensemble des lampes de la commune et passer en LED avec une extension progressive des lumières. Et tout à l'heure, on reviendra d'ailleurs sur cette somme de 10 334 parce qu'on va la réduire considérablement puisqu'on a des subventions du Parc national des Cévennes. Projet structurant, cœur de village, on a mis une somme de 18 000 €. Je vous rappelle que l'architecte, lui, il est payé, si vous voulez, à la commande, au sens que tant qu'il ne produit pas quelque chose, on ne le paye pas. Donc pour l'instant, il va nous produire des esquisses et au fur et à mesure, on avancera comme ça, mais il n'est pas sûr qu'on dépense cette somme-là sur l'année, parce qu'on en est simplement aux esquisses. La signalétique, là, c'est pareil. Alors là, on a décidé de mettre quelque chose d'un peu précis, parce qu'on en avait parlé notamment avec Jean-Luc, entre autres, sur l'idée qu'on a un projet de restructuration du cœur de village, c'est bien, donc il peut durer quelques temps, mais en attendant, la vie continue. Et donc, on s'était dit qu'il était important de relooker notre signalétique du centre du village, parce qu'on a quelques points névralgiques dans lesquels il y a encore des panneaux qui datent d'un certain temps et qui ne signalent plus ce qu'ils devraient signaler. Donc, on devrait se concentrer. Donc, je ne dis pas qu'on va consacrer 18 600 € sur les panneaux, mais je vais dire à Jean-Luc, écoute, tu as 10 000 €, tu fonces sur trois lieux stratégiques et tu nous fais un relookage. Et après, si on fait une trame de visuel, etc., ben à chaque carrefour, après, on avancera sur ça chaque année progressivement. Mais on est obligé quand même de donner aux habitants de Saint-Paul quelques signes sur des améliorations. Ce qu'on a fait sur le marquage au sol au niveau de la boulangerie, par exemple, on aurait pu se dire, il faut attendre. Non, on ne va pas attendre, quoi. Donc du coup, il faut qu'on avance. Mais on ne peut pas avancer non plus sur des sommes trop importantes parce qu'il nous faut quand même des subventions en face. Donc voilà. Mais il me semble que indiquer les commerces de manière un peu plus lisible, tout ça, voilà, ça nous paraît un peu important. Donc je poursuis. On avait dit que regroupement école, on ferait une petite étude. On avait parlé la dernière fois sur la faisabilité de savoir s'il faut regrouper les écoles et puis restructurer un petit peu le haut du village. La forêt communale, 7 000 € de dépenses. Il faut savoir que cette opération, donc, elle est subventionnée. Vous voyez que la région donne 5 500 € de subvention. Et normalement, les coupes de bois, ça devrait être à peu près 1 400 €. Donc cette opération de forêt communale nous coûte... c'est une opération blanche en termes de... Voilà, ça ne rapporte rien, mais ça entretient la forêt communale. Les travaux de voirie, là c'est pareil, j'ai un peu serré la vis. Alors on peut me dire, il y a des trous dans Saint-Paul. Oui, mais bon, je ne peux pas non plus consacrer 50 000 € tout le temps sur la voirie. Donc on fera des opérations bien précises et on essayera de voir les projets les plus importants sur la voirie. Voilà. Achat de matériel, il faut toujours prévoir une somme, ça paraît évident. Et sur les travaux bâtiments communaux, c'est pareil. Là, on a fait une seule opération. Elle concerne tous les bâtiments communaux. Donc dedans, en fonction des priorités qu'on se donnera, on essayera de dire on fait ça cette année parce qu'on est quand même déjà au mois de mars, avril. Donc du coup, les travaux, il faut faire des priorités. S'il y a des travaux à faire à l'école, on les fait. S'il y a des travaux à faire dans les appartements, il faut le faire, mais à hauteur de ne pas dépasser ce qu'on a prévu, avec une marge de 10%. Donc ça veut dire qu'on dépasse 18 000 €, je suis d'accord, mais ou un peu moins, on n'ira pas plus loin. Voilà. À penser quand même qu'il faut souligner, je remercie Joanne là-dessus et Thierry, c'est qu'on avait 2 appartements qui étaient libres, de par les bâtiments communaux. Donc, ils ont activé un petit peu les manettes et quand même, ça fait des rentrées d'argent supplémentaires. Donc, pour l'instant, tout notre parc locatif, à part Repère qui est à part, tout est loué. Voilà. Mais il y a peut-être des travaux à faire dans ces bâtiments communaux aussi, de rénovation thermique, etc. Mais bon, voilà. Voilà. Et donc, on a fait une opération, je visite les appartements de la commune, et je crois que c'est Thierry et Joanne qui y sont allés. Et donc, effectivement, certains appartements mériteraient quelques travaux de rénovation énergétique, etc. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour le budget de la commune.
Bon, voilà, moi je vous ai donné les grandes lignes. Après le détail de l'opération, le carburant, machin truc, bon, on a tout épuisé, hein. On a essayé vraiment d'aller au fin fond de tout ça. Et donc, on est arrivé à cette solution-là, bon, qui nous paraît viable, hein, ce n'est pas non plus la misère, hein, mais bon, sur le fonctionnement, voilà. Alors après, on a évoqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois qu'on a fait une réunion, on avait parlé des jeux d'enfants, par exemple. Vous savez, on avait dit qu'à un moment donné, il était peut-être utile, sur la zone où il y a les jeux d'enfants, d'en rajouter un deuxième. Mais moi, je ne vois pas d'inconvénient. Je crois que vous avez déjà travaillé sur des devis, mais il faudra que ça rentre dans les clous de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que on peut prendre sur la partie, comment ça s'appelle, travaux de voirie, peut-être un peu moins ou autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne faudra pas sortir du cadre. Donc, si on fait quelque chose, on ne fera pas l'inverse. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des appels, comment je veux dire, des choses qu'il faut qu'on fasse, quoi. Parce que ce jeu, il n'avait pas été remplacé. Et c'est une tranche d'âge qui ne correspond pas à la tranche d'âge d'à côté. Donc, et puis, si on le met là, et qu'on restructure et qu'on veut le mettre ailleurs, ben on le démontera, on le mettra ailleurs, quoi. Voilà, ça peut être un exemple, hein. Voilà, ça c'est le budget de la commune. Est-ce que ça vous appelle des interrogations, des questions? Qui veut intervenir? Jean-Luc, vas-y, prends le micro. Ouais, j'ai deux questions. Oui, si je peux Il répondre. marche pas super bien ce micro. Ça marche. Là, ça va peut-être mieux aller. Oui. C'est les grosses voix. Oui, j'ai deux questions, peut-être qui sont annexes, mais qui sont dedans aussi. Quelle est notre hauteur de emprunt aujourd'hui sur la commune, tout budget confondu? Et puis, quelle est la hauteur de nos impayés loyers et compagnie, où on en est, où on en était quand on est arrivé, et puis où on en est aujourd'hui? Oui, alors je vais te répondre sur les emprunts, ce que je sais. Donc, quand on regarde le budget de la commune, si on va sur le... Alors, j'ai noté, je crois que j'ai noté nos remboursements d'emprunts. En attendant, je peux peut-être Oui, répondre vas-y, sur la vas-y. deuxième question. Oui, vas-y. En ce qui concerne la deuxième question, il nous reste 40 000 euros à récupérer. Donc, M. Chabas a fait un énorme travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années en arrière, on avait plus de 200 000 euros qui étaient dehors. Donc, en quelques années, il a pu travailler et un peu enflouer. Donc là, on en est à 40 000 euros. Donc, mais ça nous ferait du bien de les avoir. On sait pertinemment que dans les 40 000 euros, on ne verra pas la totalité. On n'en verra qu'une partie. Ça veut dire que ces sommes, elles sont provisionnées, ou ça veut dire qu'on a encore un risque de 40 000 euros éventuel? Sur le budget, elles sont mises sur le budget, dans les dépenses. Oui, en fait elles sont provisionnées, les dépenses. Oui, tout à fait. Voilà. Mais bon, pour ne rien te cacher, Jean-Luc, on a demandé d'avoir la liste des impayés. Donc, on en a pas mal sur l'eau. Et donc, on a fait un programme de comment on pourrait dire, de remise à niveau avec M. Chabas. Il en reste, hein. Donc, j'ai fait le point l'autre jour, j'ai regardé la liste. Donc, certaines personnes habitent encore à Saint-Paul, d'autres ont disparu de la circulation. Et donc, voilà. Donc, le recouvrement de ces dettes-là est extrêmement complexe, puisque c'est dans le main du percepteur et des huissiers qui essayent de poursuivre les gens. Donc, il y a des sommes qu'on ne recouvrera pas. Voilà. Donc, là, je n'ai pas le détail. Alors, je ne peux pas donner les noms, bien sûr. Mais après, sur le budget de la commune aussi, on a des impayés de loyers, des gens qui sont partis en claquant la porte et en nous laissant des impayés conséquents. Et même en même temps, je cherche mais je ne trouve pas. C'est les intérêts d'emprunt. Et donc, Joanne s'est un peu mis sur l'affaire, hein, en fait, donc, parce qu'il y a des gens qui sont encore logés et sur lesquels il y a encore des impayés assez importants. Donc, on essaye d'œuvrer là-dessus, mais c'est pas... Voilà, c'est important, quoi. Et on a fait beaucoup de travail, notamment sur le budget de l'eau, puisqu'il a fallu provisionner pendant 3 ans 20 000 euros. Donc, ça fait 60 000 euros. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Après, sur les emprunts, je ne les ai pas là devant moi. Je ne sais pas où ils sont. Je les avais notés.
Nos emprunts, je ne vois pas. Je sais qu'il y a une ligne quelque part sur le... Non, mais c'est pas grave, Thierry. Ouais. C'est juste, Voilà. c'était juste, il me semble qu'on était à 500 000 euros de tableau d'emprunt, il me semble, de mémoire, Thierry. Oui, c'est ça. C'est On ça. était à peu près dans ces Ouais. eaux-là. Et c'est ce qui fait que notre CAF est haute à l'heure actuelle. Bah Voilà. oui, parce que forcément, enfin, parce qu'on dit, on est dans une moyenne de charges de personnel, ok, mais plus tu empruntes, donc plus tu as besoin d'avoir des charges supplémentaires en termes de remboursement C'est d'emprunt, ça. enfin d'intérêt d'emprunt. Donc du coup, tu devrais compenser par une diminution de cette charge de personnel pour pouvoir absorber les intérêts d'emprunt. Mais là, si tu cumules une strate plutôt haute de charges de personnel, plus des intérêts d'emprunt élevés, d'ailleurs, il faudra qu'on arrive à Oui, il faudra qu'on arrive à renégocier les- les taux, mais les en retravailler. dehors de l'anecdote, ça veut dire qu'on a des charges supplémentaires qui viennent s'accumuler, et effectivement, ça dégrade nécessairement la Ouais. capacité d'autofinancement. Sachant que là, si je lis bien, elle se dégrade de 30 000 euros de 2020 à 2021. C'est ça, oui. Ça veut dire qu'on a notre bas de laine qui fond, quoi. Enfin, Oui, j'essaie oui. Oui, tout à d'imager, fait. mais Oui, c'est c'est un ça. peu, c'est un peu Et ça, c'est quoi. et pour cette raison que cette année, on a serré le budget. Pour cette raison que cette année, on va retravailler les bases. Pour cette raison qu'on on va également renégocier les taux et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va essayer au maximum de balayer tout ce qu'on peut ramener à nous et pour justement arriver à un budget, bon, il est équilibré, mais qui soit confortable. Alors que là, on n'est pas non plus dans le rouge, mais non, on est obligé de serrer, quoi. Oui, voilà. En fait, voilà, on ne dégage pas assez d'autofinancement sur le fonctionnement. Il faut en être conscient. Donc, voilà, il faut pas exécuter en gros le budget à 100%, puisque si on arrive à économiser 10%, ça nous fait 100 000 euros de plus tout ce qu'on a prévu en imprévu, etc. Donc, ça nous permettrait de retrouver une CAF digne de ce nom, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que c'est la conjoncture de l'année écoulée d'avant où beaucoup de choses ont été faites et pas payées. Donc, on a pris ça. Plus, nous, on a fait notre fonctionnement. On a eu moins de recettes. On avait embauché l'été dernier, je vous rappelle aussi, pour faire face aussi à des imprévus, etc., des maladies, quelque chose comme ça. Donc, cette année, on ne le fera pas. On ne le fera pas. On fera avec. Donc, voilà. Et après, rendez-vous au CA de compte administratif du mois de mars l'année prochaine. Et c'est là qu'on verra un peu la différence si on peut la faire sur tout ça, quoi. Voilà. Voilà, mais c'est vrai que, voilà, moi, prudence quand même, hein, très prudent. Oui. Dernière question et remarque, après j'arrête, je pose le micro, parce que Oui. enfin, pour moi, ça s'est dégradé depuis quelques années, parce qu'effectivement, il y a eu des moments où les charges de personnel ont augmenté en même temps que le montant des emprunts, et nécessairement, on s'est retrouvé dans une nasse un peu difficile. C'est vrai que là, la situation ou la transition, avec un certain nombre de charges qui ont été transférées sur le budget 2020, n'ont pas aidé au résultat, mais ça n'empêche qu'il y avait quand même dégradation de la CAF auparavant. Ouais. La dernière question que je voulais poser, Oui. Thierry, c'est pour qu'on sache un peu où on met les pieds. Quel est l'impact des travaux de la salle des fêtes là-dessus? Est-ce qu'on a la garantie d'avoir les subventions à la hauteur de nos espérances, et quel risque on prend en termes de mise sous tutelle éventuelle à cause de cette salle des fêtes? Alors, en gros, si tu veux, là où je suis sûr de mes subventions pour l'instant, c'est celle on va dire, de l'État. Tu sais, celle où il y a marqué sur la page 1-2 de l'avant-dernière page, là, il y avait marqué 69 000 euros. Je ne sais pas si ça fait proposition totale 90 000 euros. En fait, ça, c'est le sous-préfet m'a assuré cette somme-là. Donc, c'est là je vais la recevoir. Les autres, elles sont encore dans les tiroirs. Je n'ai pas eu l'avis attributif. Donc, je suis prudent. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je n'engage pas de travaux, hein, pour l'instant. Donc, je suis simplement sur le permis. J'ai demandé parce qu'en fait, on se mord la queue avec ça. Parce que quand le sous-préfet, j'interroge, il me dit « Est-ce que vous êtes prêt pour votre projet ?» Si j'ai dit oui, donc la subvention arrive. Si je ne suis pas prêt, j'ai un an de retard. La preuve, c'est qu'il a raison. Parce que s'il me l'avait donné l'année dernière, je n'avais pas avancé puisque je n'avais pas le permis. Donc, pour l'instant, ce que je suis sûr, c'est que j'ai les 90 000 euros à peu près, ou presque 100 000 euros. Les autres me l'ont promis. Donc, j'attends l'avis attributif et je ne commencerai pas de travaux
tant que j'ai pas... voilà. Après, si on arrive à 50% au lieu de 80%, eh bien, on verra bien si on avance ou pas, ou si on fait l'opération sur 2 années plutôt qu'une. Mais en tout cas, pour l'instant, si tu... Et en plus, ce qui peut se passer, Jean-Luc, c'est que quand on va faire l'appel d'offres, on peut avoir des prix inférieurs à ce que l'opération va nous coûter. Donc peut-être ça réduira. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas fait l'appel d'offres. Donc on en est simplement dans le permis. Moi, je mets l'opération parce que si ça se débloquait, ben, il faut la mettre quand même. C'est quand même l'opération phare de ce budget. Mais rien ne nous garantit que ça se fera cette année. Rien. Ce qu'on peut faire, c'est le reste. Mais ça, c'est là. Et effectivement, si on n'avait que les 90 000 euros de l'État et pas de la région et pas du département, je me vois mal exécuter les travaux tels qu'on les a prévus. Alors il faut revoir la baisse. 80 à 50%, ça fait 120 000 balles à sortir. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis prudent. Je l'inscris si tu veux, parce que c'est budgétairement parlant, il faut l'inscrire. Après, on va laisser venir un petit peu quand même. Voilà. Bon, je veille au grain ces périodes électives sur les promesses tenues. Voilà. Ça, c'est pour le budget de la commune. Bon, on votera après. Je voudrais qu'on regarde le budget d'autres questions ou pas? Pas d'autres questions. Le budget de l'eau. Bon, le budget de l'eau, c'est un peu le même principe, sauf que c'est un budget annexe. Donc, il s'équilibre, je vous rappelle, en recettes et en dépenses, et que ce budget de l'eau, lui, à aucun moment, on peut se servir des finances de budget de l'eau pour abonder le budget de la commune. Voilà. Puisque c'est dû uniquement aux redevances que payent les gens concernant l'eau que ce budget fonctionne. Par contre, si on était en difficulté sur le budget de l'eau, il n'est pas exclu qu'on puisse demander une subvention exceptionnelle au budget de la commune. Mais bon, on ne le fera pas cette année. Voilà, on n'a pas besoin. Donc, je vous rappelle que la dernière fois, nous avons voté une augmentation de l'abonnement de l'eau de 10 € et de l'abonnement de l'assainissement de 10 €. Et donc, on retrouve ça forcément dans la recette de fonctionnement. Vous avez en bas, sur la page 1, les ventes de produits, le 70. On passe d'une recette de 241 000 € à 251 000 €. Voilà. Donc, c'est un budget assez simple. On a intégré justement les charges de personnel qu'on transfère d'un budget à l'autre. D'accord ? Voilà. Avec des reversements. Et ensuite, si vous regardez, ce qui est intéressant, c'est pareil que tout à l'heure, l'excédent de fonctionnement reporté. Vous regardez en bas la ligne qui s'appelle 002. Vous l'aurez sur la première page. Sur le budget 2020, on était à 11 539,66 € d'excédent de fonctionnement reporté. On n'avait rien mis en investissement parce qu'on n'avait pas besoin. Cette année, on a fait pareil, on n'avait pas besoin d'investissement. Par contre, on a dégagé 14 000 €. C'est pas extraordinaire. Donc du coup, c'est pareil sur le budget de l'eau. Toujours prudence, il faut vraiment, sur ce budget de l'eau, pareil, dégager un peu plus d'excédent de fonctionnement. Même si pour l'instant, dans les investissements, on n'a pas besoin d'autofinancement important puisque nos opérations s'équilibrent. Mais quand même, voilà, prudence. Donc sur l'eau, bon, vous avez le détail, hein. C'est pareil, on a essayé de coller à la réalité. Quand vous regardez les opérations sur l'eau, c'est intéressant quand même d'aller les voir. Regardez, vous avez toujours pareil le tableau synthétique. Je ne sais pas si vous l'avez. Regardez le tableau synthétique de l'investissement. Tableau synthétique de l'investissement, vous y êtes. Il y a 2 pages. Enfin, une page 1, 2, et puis une page de 2. Tableau synthétique de l'investissement. Vous y arrivez? Vous l'avez ou pas? Ouais. Alors après, vu l'ensemble de l'investissement, vous avez un tableau qui s'appelle le tableau synthétique de l'investissement. Voilà les 2 dernières pages. Là, au moins, vous avez les opérations avec recettes et dépenses. Vous y êtes? Bon, alors, la première, branchement d'eau potable, ça, c'est 20 000 €. C'est une somme qu'on provisionne, mais recettes égale dépenses. Donc, c'est simplement quand on fait les branchements des personnes, ça n'a pas d'impact sur le budget. C'est comme le branchement d'assainissement, c'est qu'on demande aux gens de payer, ils nous remboursent et on fait les travaux. Donc, les 2 premières lignes, 20 000 €, on mettrait 100 000 €, ça ne changera rien. C'est recettes égale dépenses. Achat de matériel compteur, on a prévu 14 000 €. Divers travaux de fuite, etc., on a prévu 9 479 €. Aménagement d'une plateforme de stockage, là, on a mis 15 000 € parce qu'on a besoin
de voir comment on pourrait stocker quand on a extrait les boues au niveau de la station d'épuration. Après, pub extérieure, AEP, assainissement, 13 000 euros. Là, c'est pareil, c'est les opérations qu'on fait d'assainissement et d'eau où les gens participent aux frais et on ne paye pas. C'est eux qui payent, c'est pas nous. Mais on met une somme de 13 000 euros. Réservoir de la brousse, je vous rappelle qu'on fera une visite quand les temps seront meilleurs pour le Covid, mais on a beaucoup de problèmes dû au chlore, à la détérioration des outils de sécurité, donc des passerelles et des protections. Donc, il faut qu'on fasse des travaux à hauteur de 27 000 euros. Les devis sont faits. Et ensuite, vous avez l'opération 90, donc qui s'élève à 235 220 euros. C'est l'opération qu'on va conduire au mois de mars, plutôt avril-mai, sur le changement de la colonne d'eau qui part des 5 chemins qui monte jusqu'à l'ancien abattoir. Voilà. Donc cette opération, elle est subventionnée et avec l'agence de l'eau notamment et autres, je crois que c'est l'État. Et du coup, voilà. Après, amélioration de la qualité de l'eau, on en parle souvent, vous savez, c'est la turbidité. Bon, là, on met 30 000 euros aussi pour résoudre ce problème qu'on n'a toujours pas résolu. Et puis après, on met travaux de rénovation AEP Frigolet. Bon, là, on a mis une somme prévisionnelle de 40 000 euros. Voilà, on hésite beaucoup sur le Frigolet, sur quel type d'assainissement, parce que beaucoup de maisons sont en contrebas et donc nécessiteraient des pompes de relevage et on ne voit pas trop l'efficacité du système. Et par contre, le réseau d'eau de la partie centrale du hameau de Frigolet est un petit peu désuète et donc il faudrait qu'on refasse l'eau de cette partie-là. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est qu'un projet. Donc du coup, après, voilà les travaux qu'on ferait. Voilà. Donc du coup, on n'a pas de souci particulier sur le budget de l'eau, il est bien équilibré. Hein. Avec les augmentations qu'on a fait, on a un budget qui se tient bien sur l'eau. Hein. Voilà. Et on n'est pas à des tarifs encore par rapport aux autres syndicats avoisinants sur des abonnements et des prix de l'eau, voilà, qui sont très importants. Hein. Ils sont corrects, mais ils sont pas en rapport des deux autres syndicats qui sont autour. Pour l'instant, on s'équilibre, donc c'est tant mieux. Voilà pour l'eau. Des questions? Jean-Luc, une question, et Eric aussi. Alors Eric, commence si tu veux, vas-y. Oui, l'aménagement de la plateforme de stockage, c'est pour stocker quoi? C'est en fait quand on sort les bouts de la lagune? Du lagunage, ouais. Pour les mettre où? C'est pour les mettre sur cette plateforme avant de les emporter. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, si tu veux, actuellement, on a une sorte de benne là, tu sais, qu'on loue. Ouais. Voilà, et donc, ça fait plusieurs fois qu'on réfléchit à... Bon, c'est pas sûr qu'on le fasse, mais ça va pas, le système, quoi. Voilà, c'est un peu dangereux, cette benne. Ça serait pas mieux de remplacer le lagunage par une presse à bout directement, où on presse les boues, on extrait l'eau, on sort des boues sèches et on les met directement dans une benne. Il n'y a pas de manipulation. Alors ça, quand on le fait, notre budget de l'eau s'effondre. Non, mais je te le dis. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, cette opération de lagunage, c'est la plus économique qui existe. Et il arrive qu'en hiver, les boues ne se sèchent pas et on loue une machine qui compresse les boues. Et alors là, notre budget explose. Donc on le fait exceptionnellement quand il y a une période pluvieuse très importante. Sinon, on fait comme ça parce que c'est la meilleure solution, la plus économique pour nous, quoi, en fait. Mais à long terme, ça pourrait être aussi intéressant d'avoir une vraie presse à bout mais à fixe. À fixe sur la station. De ne pas la louer, tu veux dire? De ne pas la louer, de faire un investissement, c'est sûr, ça coûte cher. Ah oui. Mais après, bon, il n'y a plus besoin de transporter une benne, envoyer les employés communaux avec le truc pour sortir les bouts, les mettre dans la benne, faire emporter. Là, ça va directement dans une benne. Plus près ton micro. Ça va directement dans une benne et puis c'est fini, quoi. Écoute, je me renseignerai sur le prix d'une presse hydraulique. Actuellement, ça se loue parce que c'est tellement onéreux que pour une station comme la nôtre de 1500 équivalents habitants, je ne sais pas si ça serait jouable, mais on va se renseigner. Moi, j'ai travaillé dedans, c'est vraiment intéressant, quoi. D'accord. C'est vraiment intéressant. Bon, on causera l'affaire.
Oui, mais de toute façon, là c'est vrai qu'on a marqué plateforme, donc on n'a pas lancé d'études encore. Hein. On l'a budgétisé, si tu veux, mais elle n'est pas dans les tuyaux encore. Ah ben, l'endroit où il y a la benne. Tu vois, en sortant là. Bien sûr. Mais bien sûr, ça nous a servi de leçon la première fois où la benne avait été placée en contrebas du silo, enfin je ne sais plus comment on appelle, et on l'avait retrouvée dangereusement plantée dans les décors de la classe beaucoup plus bas. Donc du coup, c'est pour ça qu'on l'a remontée en fait. Mais après, cette fusion de benne, c'est pas idéal. C'est pour ça qu'on pensait à une plateforme. Mais écoute, on étudiera l'idée je me rappelle, une presse, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Merci. Autre chose, Eric? Jean-Luc? Oui, ben, j'étais en train de regarder un peu la cave de l'eau. Oui. Alors toi, tu me dis c'est pas dramatique. Sauf que si je regarde, on a 14 000 euros quasiment de CAF pour des investissements qui sont en déficit budgétisé de 106 000 euros. Oui, mais c'est pour ça que l'année prochaine, il faut dégager beaucoup plus d'excédents de fonctionnement parce que là, on n'en a pas eu besoin cette année de reporter. Oui, ce que je veux dire, c'est que là, on n'a pas de marge de manœuvre devant. Si là, on a une canalisation qui pète ou un gros truc à changer, ça veut dire qu'on n'a aucune marge de manœuvre et on reste avec notre truc sur les bras. Sauf erreur de ma part, Thierry. Alors, Ouais, je regarde, ouais. Si j'essaye de faire un total des excédents de fonctionnement entre le budget principal et le budget de l'eau, ça fait 146 000 euros totalisés. Et le total des déficits d'investissement, il est de 196 000 euros. Donc ça veut dire qu'on va être obligé d'emprunter le différentiel, 50 000 euros, pour pouvoir effectivement compenser le reste. Et ça veut dire qu'en termes de marge de manœuvre, on n'en a quasiment pas, quoi. Ah bah oui. Donc oui, tout à fait, mais c'est la même problématique. Je suis d'accord. C'est la même problématique que le budget de la commune. Non, mais là, c'est cumuler les deux. C'est-à-dire si tu lis, ils sont liés en quelque sorte, les deux budgets. Donc effectivement, là aussi, il faut faire des économies. De toute façon, tu as raison, il faut qu'on augmente notre excédent de fonctionnement. C'est pareil, je suis d'accord avec toi, parce que là, dégager que 14 000 euros d'excédent de fonctionnement, c'est mieux que l'année d'avant, parce que l'année dernière, c'est 11 000, mais c'est pas extraordinaire, hein. Pas du tout. Oui, non, mais je suis d'accord. Je vous rappellerai pas la thèse que je vous ai fait sur le bâtiment repère où on avait 14 000 euros de côté, mais enfin, en vérité, on a 380 000 euros de manquants pour pouvoir faire des travaux de rénovation. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire si demain, on a, et en plus avec l'eau, c'est fragile parce qu'on sait bien que ça peut péter à n'importe quel moment, et que si on avait un gros travail à faire, un gros chantier à faire, effectivement, on n'aurait pas de marge de manœuvre. Oui, et c'est vrai que pour les travaux d'AEP, donc effectivement, il y a un emprunt à faire de 27 000 euros. Voilà. Donc on est juste. Hein. Après, c'est sûr que s'il y a une canalisation qui pète, on ne fera pas les travaux, par exemple, de la plateforme, etc. Quoi. Mais moi, je suis d'accord, on n'a pas assez d'excédent de fonctionnement. Ça, c'est sûr. Voilà. Le fait d'augmenter un petit peu les tarifs, comme on a augmenté, on devrait dégager un peu plus. Parce que si l'année prochaine, en augmentant les tarifs, on n'arrive pas à dégager plus que 14 000 euros d'excédent de fonctionnement, c'est que là, on a un problème. Ça veut dire qu'on a un gros problème. Hein. Voilà. Donc, c'est parce que c'est pas possible. On le fait dans ce sens-là. Si c'est pour le faire, se retrouver avec des excédents de fonctionnement moins importants, il y a un blême quelque part. Et ça ne tient pas compte des impayés, ça n'a rien à voir, parce que les impayés, ils sont provisionnés. Quoi. Mais bon, c'est pour ça que ces chiffres-là, je les ai soulignés sur les deux budgets. L'excédent de fonctionnement n'est pas suffisant sur les deux budgets. Voilà, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'eau et l'assainissement? On passe au dernier. Le dernier, il est simple, c'est la médiathèque. Médiathèque, c'est très simple. En fait, il n'y a pas d'investissement au sens propre du terme, on n'est que sur du fonctionnement. Donc nous avons, je vous rappelle que la médiathèque, c'est un budget annexe, comme l'eau, et c'est la commune qui verse une subvention de fonctionnement à la médiathèque. Donc on la calcule, si vous voulez, on équilibre le budget et on demande au budget de la commune de verser une subvention, une subvention de fonctionnement.
Voilà. Donc on est sur un petit budget, avec donc essentiellement le salaire des personnes qui travaillent, et puis des services d'achat de livres, etc. Donc on est sur un budget de 38 500 €. Voilà. Voilà. Donc, et là, on avait un excédent reporté. On a moins demandé cette année à la commune que l'année dernière, je crois. C'est ça, je crois. On a réduit, oui, de quelques milliers d'euros, parce qu'en fait, on avait un excédent de fonctionnement un petit peu parce qu'on n'a pas fait les activités qu'on a prévues. Voilà, on avait prévu quelques activités, on ne les a pas faites. Donc, on les a reportées forcément et on a légèrement diminué la subvention pour s'équilibrer. Mais bon, c'est autant de gagner sur le budget de la commune. Voilà. Voilà pour la médiathèque. Bon, il n'y a pas trop de détails, mais enfin, bon, c'est simple. Hein. C'est un budget qui s'équilibre lui aussi, mais par la subvention de la commune. Des remarques là-dessus ou pas? Pas de remarques? Voilà, donc là, on a regardé les 3 budgets. Bon, après, voilà, hein, je ne suis pas pessimiste, mais je vais dire que je serai réaliste en vous disant ça, hein, prudent. Voilà, donc, voilà, on ne peut pas... Voilà. Alors après, on pourrait toujours tout imaginer, hein, en se disant que les taux d'emprunt ne sont pas trop élevés en ce moment, qu'on pourrait faire plein de choses, mais bon, prudence. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres remarques, on va donc passer au vote des 3 budgets successivement. D'accord? Pas de remarques? Alors, on va voter. Donc, pour le budget de la commune, sur la proposition que je vous ai faite, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Merci. Pour le budget de l'eau et de l'assainissement, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité, je vous remercie. Et pour le budget de la médiathèque, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, je vous remercie. Alors, il nous reste quelques points à aborder quand même, importants, la suite. Alors, on a alors une bonne nouvelle, oui, une bonne nouvelle. Alors, c'est la modification du plan de financement de l'éclairage public. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que vous vous rappelez que dans le budget, on a prévu 10 300 € chaque année à payer, etc., pour l'équilibrer. Finalement, en fait, cette somme, on l'a laissé volontairement de 10 300 € parce qu'en fait, c'est un budget, donc on ne l'exécutera pas. Et donc, le SDE, on a déposé un dossier au Parc national des Cévennes. Et en fait, finalement, avec une aide du Parc national de 59 899 €, on aurait à charge pour la commune, finalement, étalé sur 6 ans, au lieu de 10 300 et quelques euros, on n'aurait plus que 5 834 € par an. Voilà. Donc, on fait ce qu'on a dit, on change toutes les ampoules d'un seul coup, on réduit notre consommation, on fait l'éclairage qui diminuera la nuit, vous savez, comme on l'avait prévu. Ils vont lancer l'opération dans pas longtemps. Participation communale, ce qui est du coup très appréciable. Ouais. Voilà, et du coup, ça nous fera un rapport. Et Thierry, vas-y. Et une petite précision, dans cette somme-là, en fait, on pourrait ne pas la dépenser puisque la maintenance va aussi diminuer et que la facture électricité va également diminuer. Donc, on serait peut-être même bénéficiaire. Oui. Donc, si ça continue, on va gagner de l'argent avec l'éclairage public. Ouais, bon. Mais grâce aux subventions. Oui, grâce aux subventions. Alors après, il y avait... alors, je suis un peu embêté parce qu'il y avait une opération que devait nous présenter Magali. Bon, je vais essayer de résumer, mais avant tout ça, je veux revenir sur la convention avec 30 millions d'amis, puisqu'on a rajouté dans l'ordre du jour, vous vous rappelez. Donc, alors, cette convention, c'est simple, en fait. En gros, il nous propose une convention dans laquelle on pourrait stériliser 15 chats par an. Et donc, et eux, ils financent à 50% de la somme. Voilà, donc 70 € par stérilisation. En gros, nous, ça nous coûterait sur le budget communal 525 €. Donc, on payerait 525 €. Alors, je ne sais plus si c'est directement ou à 30 millions d'amis, en tout cas. Et après, on prend en charge directement parce que voilà, ça nous coûterait moitié moins cher. Oui, c'est le vétérinaire. Donc, on se met d'accord avec ou une association Saint-Paul ou quelqu'un qui attrape un chat. On donne notre accord et à ce moment-là, c'est 50-50 avec l'association. Voilà. Parce que oui.
C'est-à-dire que moi, quand on me demande, moi, ce que je sais, c'est que je sais ce que je paye. Je ne sais pas après si les gens portent des chats directement pour stériliser, s'ils le font gratuitement, ils le font, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Donc moi, j'ai beaucoup de demandes en ce moment sur Sauvas, un peu partout, il y a des chats partout en fait. Voilà. Donc au début, on avait dit non, et puis finalement, on a reparlé, on a dit il faut reprendre avec cette association, parce que c'est sans fin. Hein. Vous savez que les chats contribuent à la disparition de la biodiversité, à vitesse grand V. Il y en a partout. Voilà. Des questions, on signe cette convention avec 30 millions d'amis qui est contre. Oui, parce que l'année dernière, ça n'avait pas été fait. Et du coup, avec Jean-Luc, on a reparlé, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'au moins, ça cadrera un petit peu les choses, quoi. Voilà, donc on va soumettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc à l'unanimité. Voilà, je vous remercie. Et il nous reste, avant les questions diverses, qui sont un peu nombreuses, je m'excuse de regarder mon portable, mais je vais regarder ce que Magali m'a envoyé, parce que j'ai dit de m'envoyer ce que devait dire. Voilà. Voilà. Alors. Voilà, donc je vous résume le projet. Alors, ce projet est à déposer avant fin avril. Donc du coup, il nous faut, nous, un accord de principe du conseil municipal, parce qu'il y a deux options. Soit ce dossier, il est porté par la communauté de communes, directement. On aura la réponse lundi, puisqu'il y a le conseil communautaire. Si le conseil communautaire dit non, on s'est vu avec le maire de Bannes et on porterait le projet à deux. Voilà, ce projet, c'est en fait, on serait subventionné à 80% pour l'amélioration de notre population de pins de Sasman sur nos parcelles communales. Voilà, donc c'est un projet qui est quand même assez onéreux, hein. Donc il y aurait, rassurez-vous, hein, 43 500 € pour la commune de Saint-Paul, je répète, 43 500 € et 17 750 € pour Bannes. Oui, Jean-Luc. Prends ton micro. Oui, pour en avoir discuté un petit peu avec Magali ce matin, donc elle m'a expliqué rapidement, même si je ne suis pas sûr d'avoir toute la maîtrise, mais je ne pensais pas qu'elle ne serait pas là ce soir. Donc, mais moi, elle m'a dit que ce serait une opération blanche parce que ce serait en contrepartie, notamment pour financer le delta, la vente de bois. Des particuliers, des propriétaires de parcelles qui viendraient compenser le manque à gagner sur l'équilibre budgétaire de cette opération. Sachant qu'effectivement, dedans, il y a des coûts relativement élevés puisque il y a un certain nombre de travaux, notamment avec des chevaux, si j'ai bien compris. C'est ça. Et puis, il y a aussi de gratter un certain nombre d'arbres pour éviter que d'autres épices, ou arbres repoussent à côté. Donc c'est pour éviter qu'il y ait de l'hybridation entre le pin Sasman et d'autres. Je ne sais plus quelle plante. Donc voilà ce qui explique le coût, mais a priori, ce montage financier a été fait parce qu'effectivement, il faut répondre dans les délais impartis, et on risque d'être un peu hors délai si on attend le vote du conseil communautaire. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, si vous voulez, moi ce que je voudrais de votre part, si vous étiez d'accord, c'est un accord de principe de se lancer dans l'opération. Et l'engagement de notre part, c'est si on n'a pas 85% de subvention, on ne le fait pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que ça s'équilibre, en fait. Même si ça paraît important comme somme, en fait, on ne la dépensera que si on a les 80% de subvention. Après, il y a un peu d'expérimentation autour du débardage avec des chevaux, ce qui n'est pas négligeable, parce que vu les débats qu'on a eus la dernière fois sur la forêt communale et sur les forêts en général, je pense que ça vaudrait le coup de se lancer dans cette opération. C'est symbolique aussi, c'est médiatique, mais si c'est une opération blanche, je ne vois pas pourquoi on s'y lancerait pas dedans, quoi. Voilà. Mais c'est qu'un accord de principe, parce que si lundi la communauté de communes dit oui, on ne le fait pas. Mais bon, j'en ai reparlé avec le maire de Bannes l'autre jour, il me dit, bon, tu crois que ça passera? La communauté de communes, j'ai dit, j'en sais rien, je ne sais pas. Donc il me dit, écoute, sinon on le portera à deux, mais subventionné à 85%, et on irait dans le truc que si ça s'équilibre, ou bon, s'il y a 1 000 € d'écart, c'est pas grave, mais en tout cas, qu'on ait au moins 85% de subvention. Voilà le principe. Ça vous convient? On va le délibérer comme ça. Qui est contre? Qui s'abstient?
Donc, l'unanimité, je vous remercie. Alors, les questions diverses. Les questions diverses. Moi, j'ai plusieurs points, mais après, je vous laisserai la parole. Simplement, je voulais vous dire que hier, nous avons eu la réunion du CCAS. Et donc, on a abordé quelque chose sur les jeunes, sur la place des jeunes au sein de la commune. On les trouve bien absents, mais pas par leur faute, mais peut-être un peu par la nôtre, en tout cas, où les activités, bon voilà, on a du mal à les rendre lisibles, en tout cas. Est venue l'idée que peut-être on devrait un petit peu les solliciter autour de projets qu'ils aimeraient porter. Et en tout cas, l'idée est venue que pour un petit peu les motiver, on avait peut-être besoin d'un service civique. Je vous rappelle qu'un service civique, c'est une opération qui, normalement, devrait rien nous coûter en termes d'investissement et que, normalement, ça devrait, si on rentre dans les clous, être quelque chose de gratuit pour nous. Mais, je voulais vous le dire, mais en plus, on pourrait peut-être augmenter un peu cette capacité de service civique en ajoutant 2 domaines. Bon, on ne votera pas, mais c'était un peu l'idée, je voulais qu'on en parle. C'est qu'on a aussi des projets d'agriculture dans lesquels parfois, on est des élus, mais on n'est pas toujours là tout le temps. Donc, du coup, il y a ce volet agriculture locale, développement un petit peu. Et il y avait un 3e volet, c'est qu'on a l'atlas de la biodiversité dans lequel on travaille, où Jean-Luc, ce matin, avec Magali, avait une visio, et sur lequel on devrait avoir un rendu de la biodiversité de Saint-Paul en termes d'espèces végétales et animales. Mais bon, on ne peut pas tout faire tout le temps. Et on s'était dit, on en a reparlé tout à l'heure avec Thierry, on s'était dit, on devrait explorer peut-être la piste de recruter 2 services civiques, parce qu'un seul, je sais comment ça se passe, au bout d'un moment, il est tout seul et personne ne s'occupe de lui. Et du coup, on pourrait, avec des compétences, alors, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre quelqu'un, il faut qu'il ait des compétences en agriculture, en développement durable, etc. Et on pourrait prendre 2 personnes et on les mettrait sur ces missions, à la fois agriculture de proximité ou environnement, on pourrait dire comme ça, biodiversité, et le côté animation chez les jeunes, faire émerger un projet commun. Voilà. Donc on pourrait postuler là-dessus et voir après le retour. Il y a des missions, je crois qu'elles durent 9 mois, puis je crois qu'elles passent à 12 mois, je crois, Thierry, c'est ce qu'on a dit. Oui, ça peut aller jusqu'à 12 mois. Voilà. Maxi. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait faire une fiche de candidature là-dessus, postuler sur 2 personnes, parce que je pense qu'il faut un peu d'émulation. Parce que nous, après, on est présents, mais je sais qu'on des fois, après, on n'est plus derrière. Jean-Luc, vous voulez pas intervenir ? Ouais, je peux être que pour sur l'idée de biodiversité et de sensibilisation à l'environnement au sens large et à l'agriculture, sachant qu'effectivement le rendu, en tout cas les recherches qui ont été faites par le Parc national des Cévennes dans le cadre de l'ABC de la biodiversité, nous donnent quand même des choses intéressantes en termes de chiffres, mais je laisserai Magali en parler la prochaine fois. Concernant les jeunes, moi, c'est juste mon point de vue, hein, mais j'aimerais autant qu'on parle d'intergénérationnel, c'est-à-dire, je pense que les jeunes ont autant de difficultés aujourd'hui en termes d'interrelation sociale que nos personnes âgées. Et je pense qu'effectivement, je prends pour exemple le simple fait que d'avoir été déposé des colis a été reçu avec une grande émotion par ces personnes. Donc je me dis qu'aujourd'hui, avoir des solidarités intergénérationnelles me semble plus un axe d'orientation autour de ce type de mission que uniquement de s'axer sur les jeunes. D'accord. On peut aller sur les 2 volets. Hein. Oui, je pense que tu as raison, l'un n'exclut pas l'autre. On peut avoir dans une mission de l'intergénérationnel, oui. Non, mais ça, c'est pas incompatible pour moi, ouais, je pense pas. Mais enfin, voilà, ça vous paraît... Après, il faut qu'on rentre dans les clous, hein, parce qu'il faut déposer un dossier à la préfecture, enfin, sur le site, bon. Oui, c'est ce que j'allais ajouter, c'est qu'effectivement, il faut monter un dossier et que le dossier doit être bien structuré, connaître ce que l'on recherche dans les compétences et ainsi de suite. Donc, c'est un dossier qui est bétonné, quoi. On va pas... si on veut avoir le service civique adapté à nos besoins. Mais je pense que dans l'idée, c'est que, bon, il me semble qu'il faut qu'on ait 2 personnes, quoi.
Parce que seul, je pense, sur un an, c'est un peu, il s'essouffle rapidement. Et si on n'est pas derrière pour les aider un petit peu, je sais pas, on a des activités, des occupations, et on perdrait le fil. Bon, on va creuser l'affaire, on reviendra avec vous, parce que si on embauche des services civiques, il faudra sûrement le passer en conseil municipal, donc le décider en conseil municipal, mais on ne va pas le voter, ce n'était pas l'ordre du jour. Mais quand même, voilà, c'était un peu l'idée. Alors, oui. Non, on n'est pas obligé de les loger. Non, on peut des fois donner une petite indemnité pour le repas de midi, voilà, des choses comme ça. Mais après, moi, je sais que dans l'éducation nationale, j'en avais 4 au collège, et donc c'était gratuit pour nous, et bon, on leur payait le repas de midi, quoi. C'est tout. Ça dépend d'où ils viennent, ça dépend pour le... Voilà, mais... Oui. Si on n'arrive pas à les loger, enfin, s'ils ne les logent pas, ils ont une indemnité plus importante. Voilà. Bon, donc on creuse l'affaire. Hein. Alors, je vous donne quelques informations. Eric me fait remonter quelques mécontentements au niveau du stade de Saint-Paul. Et effectivement, tu as raison, Eric, et on l'avait promis aux gens qui habitaient à côté. Quand on a démonté les cages de foot, en fait, on a laissé plein de ferraille en bordure de la grille là-bas. Et même quand ils passent la débroussaille, etc., c'est un peu même dangereux. Et puis, bon, il faut évacuer tout ça. Donc, tu as bien fait de le rappeler, on va le faire, hein, Eric. Ça me fait penser, en termes de débroussaillage, que nous allons relancer l'opération. Je débroussaille 50 mètres autour de chez moi si je suis en zone N. Bon, ça ne va pas faire plaisir, ça, mais je ne dis pas que des bonnes nouvelles. Donc, je vais rappeler la règle et je pense que je vais saisir les services de l'État pour refaire une étude sur Saint-Paul sur le risque incendie à proximité de la forêt. Donc, je vous rappelle que qu'est-ce qui se passe si on habite en zone urbaine? Donc, qu'est-ce qu'une zone urbaine? C'est, vous allez voir le plan d'occupation des sols et vous regardez si vous êtes en zone UB ou UA. Si vous êtes en zone UB ou UA et que vous avez un terrain, il doit être débroussaillé. C'est la règle. Voilà. C'est pour ça que des fois, dans Saint-Paul, il y a des terrains qui sont non construits mais qui sont en zone UB. Et j'interpelle le propriétaire, je lui dis, si vous ne le faites pas, je vais le faire à vos frais sur votre terrain. Voilà. On l'a eu fait plusieurs fois et finalement, ça s'est bien passé. Là où c'est un peu plus compliqué, où que les gens ont du mal à admettre, c'est j'ai une maison en zone naturelle, zone N, ou à proximité d'une zone N. Et quand je prends un compas, que je tire un trait autour de ma maison à 50 mètres, je m'aperçois que j'ai des broussailles. Mais ces broussailles ne sont pas chez moi, elles sont chez le voisin. S'il n'a pas de maison, vous êtes obligé de débroussailler chez votre voisin. Alors bien sûr, vous ne rentrez pas chez lui sans autorisation. Bien sûr, il y a toute une procédure à respecter avec lettre recommandée. Vous lui écrivez, vous lui dites, monsieur, dans le cadre de l'obligation du débroussaillage, je suis amené à débroussailler chez vous, parce que vous n'avez pas de maison. S'il a une maison, il débroussaille, mais s'il n'a pas de maison, donc vous lui demandez. S'il ne veut pas, vous lui envoyez recommander. S'il ne veut pas encore une deuxième fois, vous me le dites. Et à ce moment-là, on y va recommander. Et c'est lui qui débroussaillera. Par contre, quand vous allez chez lui débroussailler, c'est à vos frais, à vous. Voilà. Donc ça paraît incompréhensible, mais c'est la loi. Donc on refera venir la personne du département qui me fera une visite de toutes les maisons qui ne sont pas loin de la forêt. Et on verra un courrier à tout le monde pour leur dire on vous rappelle que vous avez l'obligation de débroussaillage. Débroussaillage, ça ne veut pas dire brûlage, ça veut dire débroussaillage. On n'est pas obligé de tomber des arbres, c'est le feu qui court au ras du sol. On sait que dans nos Cévennes, on a parlé avec Julien, souvent le feu, c'est un feu rasomote et qui, heureusement, ne part pas dans les arbres et plutôt auprès du sol. Donc si on débroussaille, il ne faudra que passer. Donc, voilà. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui habitent en zone 1, mais c'est leur vie qui est en jeu et leur bien immobilier aussi qui est en jeu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième mauvaise nouvelle, aujourd'hui je suis dans la mauvaise nouvelle, ceux qui n'ont pas le tout à l'égout sont donc censés avoir un assainissement autonome. Qui dit autonome dit fosse septique, qui dit tranchée drainante après, ou surtout pas plus perdu, mais en tout cas un système d'évacuation des eaux usées. Donc on a encore sur Saint-Paul un certain nombre de maisons qui ne sont pas au tout à l'égout et qui le seront peut-être jamais, d'accord, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour nos communes de raccorder au tout à l'égout.
Voilà, il y a des quartiers qui ne le seront pas. Donc ces maisons qui sont en assainissement autonome vont être visitées par le service du SPANC, qui est une compétence de la communauté de communes. Donc Jennifer Sceau, de son nom de famille et de son prénom, sollicitera les propriétaires pour un rendez-vous sur place pour faire un examen de leur assainissement autonome. Cette visite est payante et elle fera des préconisations pour dire si leur assainissement est correct ou pas correct et des propositions d'amélioration. Voilà, ça c'était les deux nouvelles pas excellentes, mais il faut que je les donne, c'est important de le dire. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Le contrôle ? Ah oui, et Julien me fait penser, je le mettrai sur la page Facebook sur l'IWAP avec Jean-Luc. On a des poteaux incendie, vous savez, pour la protection incendie, dans chaque hameau et dans le village. Donc ces poteaux seront contrôlés, Julien, à partir de lundi, je crois. Voilà, début de semaine, donc il y aura un contrôle des poteaux incendie sur le débit, sur la fixation, sur tout ce qu'on peut imaginer, la pression, voilà, débit pression. On sait que des fois on est un peu léger là-dessus, mais bon, c'est l'Ardèche. Et en tout cas, ces vérifications peuvent amener des perturbations du réseau d'eau. Donc il peut y avoir d'un seul coup une perte de pression, des variations de la turbidité, donc rien de grave, c'est simplement qu'on contrôle les poteaux incendie. Voilà. Et dernière nouvelle de ma part, vous savez qu'on avait interpellé le conseil départemental sur le carrefour de Sauvas, l'ancienne auberge de la Cocalière, donc ils viennent nous voir fin avril avec les services du département pour étudier un petit peu la sécurité de ce carrefour. Voilà. Donc j'inviterai les propriétaires et les riverains à venir sur place, voir un peu les améliorations, puisqu'il y a des terrains en face qui appartiennent aux propriétaires. Et on va essayer de convaincre le conseil départemental peut-être de faire des achats pour voir un peu si on ne pouvait pas améliorer cette porte d'entrée de l'Ardèche. Voilà. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez, des questions diverses ou des choses que vous souhaitez aborder ? Alors, Cathy, et puis après, on prendra quelques questions positives de la part des internautes. On laisse c'est Connie Alger. Ouais. Cathy. C'est à toi, en fait, Jean-Luc, je crois qu'il faut que je parle, en fait. C'est à propos du poste 121, la signalétique. J'étais ce matin à une réunion, une délégation du SPL sur la qualité tourisme, et je me suis fait interpeller, on peut dire... avec véhémence. Véhémence. Oui, à propos du fait que ce n'est vraiment pas assez bien signalé l'entrée de la voie douce, etc. Donc j'ai fait valoir justement qu'on allait s'occuper du budget et qu'on savait d'ores et déjà qu'il était très, très restreint, que j'avais déjà sollicité la Comcom, le SPL pour ça, mais bon, j'ai du mal à voir à ce qui donne suite. Et on m'a suggéré de mettre quand même, en tout cas pour le moment, des panneaux provisoires. D'accord. Voilà, si donc dans ton budget signalétique, tu pouvais dégager... Alors, voilà, pour la voie douce. D'accord, donc pour la voie douce, on fera un peu des économies puisque le conseil, la communauté de communes, donc on s'est rencontré il y a quelques temps là, avec le technicien. On va déjà faire quelques panneaux de rabattement sur la route départementale avec des vrais panneaux, pas des photocopies, expliquer comment on peut accéder à la voie douce. Donc sur la première partie avec des vrais panneaux qui resteront. Alors après, si on veut les déplacer, on les déplacera, mais en tout cas des vrais panneaux. Voilà. Et ils vont être payés par la communauté de communes dans pas longtemps là. Voilà. Parce que effectivement, on ne va pas recommencer la saison comme l'année dernière. Alors oui, il y a eu des vandalisations, des vandales qui nous ont détruit. Vous savez que sur le viaduc, par exemple, il y avait un viaduc, les parapets, la sécurité sur la voie douce, vous savez, c'est un petit peu des barres en fer avec des câbles inox tendus. Et la semaine dernière, on m'appelle le jour de Pâques, en fait, on me dit, c'est bizarre, il y a des câbles qui sont en train de disparaître. Et effectivement, il y a quelqu'un qui était en train de... On n'aurait pas vu la personne, on n'a vu que le camion, qui était en train de démonter les câbles et les tendeurs sur un pont. Donc le fait que la personne l'ait vu, ils se sont arrêtés, on suppose, mais on est obligé de tout refaire sur le premier pont avant le viaduc. Voilà. Donc ça doit forcément intéresser quelqu'un de reprendre des câbles inox avec des tendeurs. Voilà.
On en est désolé. Jean-Luc, une question? Alors, j'ai déjà un commentaire de Valentin Fabre, Ah oui, qui Valentin. faisait partie du public, qui tient à préciser qu'il y a un service de ramassage des déchets verts à domicile qui sera mis en place dès que la déchetterie verte ouvrira. Ce sera un service payant, mais selon les quantités. D'accord, oui. Donc ça correspondait à ce que disait Julien. Quand il nous avait présenté le projet, il nous avait dit qu'il pourrait faire à la demande du ramassage. Donc je pense que certains, ce matin, je n'en ai pas le marché, je pense que certains seront intéressés pour ce service rendu. Oui. Il y a une question pour Thierry Laurent, je pense. C'est quel est le montant des subventions et quand est-ce qu'elles seront votées? Alors, le montant des subventions, on a la somme globale, puisque dans le budget, 15 000. c'est 15 ou 19, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est 15 000, 15 000 je crois. euros, et à partir de là, on va décliner les sommes attribuées dans la mesure où on a les dossiers. Donc voilà, maintenant qu'on a la somme globale, on va pouvoir travailler sur les subventions. J'ai une question, enfin c'est une question-réponse de Kevin, notre Kevin national, qui revient sur son idée de musée avec proposition de reverser 50% du chiffre des entrées à la commune. Donc voilà. En faisant son musée? Ouais. Et il faudrait qu'on lui prête un local? Mais il faut avoir. Hein. D'accord. Ensuite, est-ce qu'on a une date de fin de travaux pour la modification de l'éclairage public? Non, on n'a pas de date de début. Donc le gars est venu me voir, parce que comme c'est une entreprise privée qui sous-traite avec le SDE, donc ils sont venus me voir la semaine dernière. On a fait le point sur les candélabres, etc. Et donc il va passer commande, parce que ça fait un certain nombre de points. On peut penser que ça se fera avant l'été. On peut penser, mais j'en sais pas plus. J'ai le tennis club aussi qui dit qu'il met en place 3 mois de gratuité afin de fédérer les jeunes et les moins jeunes. Donc si vous voulez vous inscrire au club de tennis. D'accord. Donc en faisant un petit peu de publicité au tennis club, donc 3 mois de gratuité, c'est ça, Jean-Luc? Oui. D'accord. J'ai une question. Est-ce qu'on va aider les établissements fermés administrativement pour cause de Covid? Je n'ai pas de lisibilité là-dessus. Je sais que beaucoup de personnes se sont mobilisées au travers des collectes et des choses comme ça. Donc on les remercie beaucoup de ce qu'ils ont fait. Et après, pour l'instant, on n'a pas étudié d'autres aides, notamment pour ceux qui sont fermés actuellement. Oui, donc les bars et les restaurants, essentiellement. Oui, donc on étudiera au coup par coup en fonction des demandes de chacun. En même temps, il y a des initiatives collectives qui sont faites, on les salue. C'est ça. Encore cet après-midi, j'ai cru comprendre qu'il y avait une remise d'enveloppes de collecte de fonds auprès des établissements fermés pour cause de Covid. Donc voilà, on salue les initiatives collectives. Nous, on a fait effectivement une partie de notre initiative. Peut-être qu'il faudra élargir ces collectes de fonds à d'autres établissements s'il y a nécessité. Oui, je rappelle qu'on avait donc aidé aussi l'ensemble des commerçants en faisant une opération sur le prix, sur l'abonnement de l'eau. D'ailleurs, certains nous avaient remerciés. On nous fait remarquer qu'il y a des fourgons qui stationnent le jour du marché. Je ne sais pas qui est en charge du marché, mais qui gênent la visibilité du carrefour en face du boucher. Donc effectivement, il faudra qu'on veille à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'angle mort, parce que ça pourrait effectivement provoquer c'est vrai. des accidents. Oui, je suis d'accord. Bon, après, peut-être que Jean-Luc, tu vas réfléchir. Peut-être après, quand on aura un peu avancé sur passer sous les platanes, donc ça, on l'étudiera un petit peu. Mais c'est vrai que ça a toujours été un peu le problème de la lisibilité le long de la route de ces camions, puisque certains sont utiles pour eux, pour leur fonctionnement. Donc, il faut qu'on voit leur position par rapport à la route chaque fois. Oui, ils ont raison, oui. Voilà. En sachant que pour l'instant,
on se reçoit un peu à la décision de mettre Le marché marché sous les sous les platanes Oui. pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'on a des consignes de circulation avec des écarts, en tout cas Important. un sens de circulation obligatoire et des dispositions d'écartement des marchands qu'on ne pourra pas garantir sous les platanes. Et il est hors de question que sous prétexte qu'on veuille faire un marché joli, on prenne le risque de la fermeture de ce marché. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il a fallu rappeler à l'ordre ces dernières semaines les commerçants autant que les marchands, les usagers du port du masque obligatoire. Et là aussi, je n'ai pas envie de faire en prendre des risques démesurés et puis d'avoir une fermeture administrative par la préfecture sous prétexte que les gens ne respectent pas les dispositions, qu'on pense ce que l'on veuille du masque, du port du masque. Moi, je rappelle simplement que j'ai en face de moi des professionnels qui sont censés respecter les dispositions légales, le port du masque comme le reste. Donc moi, ça me pose difficulté quand effectivement on peut se retrouver dans une situation où il n'y aurait pas non seulement de respect du port du masque, mais aussi des règles de distanciation, plus d'hygiène, plus etc. Okay. Donc pour l'instant, compte tenu de la situation, on reste là où on est pour l'instant. Et puis comme je vous dis, aujourd'hui, on a des contraintes qui sont tellement importantes qu'on ne s'est pas engagé à le faire au printemps, mais plutôt en été. Mais qui dit marcher sous les platanes dit donnant, parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le mettre sous les platanes, ça veut dire barriérer le parking en contrebas la veille au soir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille à 10h aller faire un petit tour pour expliquer, quand l'hôtel est ouvert, qu'il faut libérer les places alors que c'est une place de stationnement pour l'hôtel, plus les usagers qui ont l'habitude tout l'hiver de stationner en bas. Donc tout ça, ce seront des contraintes. Et qui dit contrainte veut dire qu'il y a un moment un deal dans les deux sens. Ok, merci Jean-Luc. D'autres questions? Il y a eu des remarques sur effectivement la problématique avec les chats. Donc ça, les gens sont venus dessus. Et puis et aussi sur les jeux d'enfants, voilà, qui sont réparés et qui sont effectivement un petit peu en... Désuets.